Merci pour l'invitation. Je vais peut-être m'asseoir parce que sinon j'aurai un peu du mal à parler dans le micro. Je suis très content d'être là. En plus, vous êtes nombreuses et nombreux. L'objectif, vous m'entendez bien? C'est bon? C'est bon? Ok. L'objectif de la soirée, c'est un peu de vous présenter les rapaces dans un premier temps. Je sais que dans le cadre de vos activités de parapentistes, vous avez souvent l'occasion d'en croiser. Donc c'est de vous présenter plusieurs espèces de rapaces que vous pouvez croiser en vol, donc plutôt dans les Alpes. Comme l'a dit Simon, je viens de l'Isère, donc ça va être un peu centré autour des Alpes, mais voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. C'est des espèces un peu similaires qu'on peut retrouver à proximité de Lyon et dans les Alpes. Donc je vais vous présenter les rapaces et derrière on va un peu évoquer les questions de cohabitation avec les parapentistes. Et puis on va un peu évoquer aussi les solutions, parce que je ne voulais pas vous laisser sur votre faim à la fin de la conférence en vous disant c'est mal de faire du parapente par rapport aux rapaces. C'est pas du tout l'objet d'ailleurs de mon discours aujourd'hui. Vraiment, le message que je veux transmettre aujourd'hui, c'est qu'on est dans une logique de partage de l'espace où chacun doit trouver sa place, l'homme comme la faune. Donc voilà, si jamais vous avez l'impression que je suis trop vindicatif envers les parapentistes, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Et puis globalement, tout au long de la conférence, n'hésitez pas si vous avez des questions. Comme ça rendra peut-être les choses un peu plus vivantes. Et puis si vous n'osez pas poser les questions pendant que je parle, vous pourrez les poser à la fin de la conférence. On se laissera une bonne demi-heure, je pense, pour échanger. Et je vais essayer de faire la présentation en 1h30. Bon, du coup, je vais commencer par directement vous faire une interro, pour voir si vous avez révisé avant de venir. Donc, qu'est-ce que vous voyez là comme oiseau? Pas celui de gauche, celui de droite. Le parapente, ouais. Et à côté? Un vautour. Et lequel? Ouais, ok. Donc c'est le vautour qu'on a le plus de chances de croiser dans les Alpes. C'est celui qui est le plus présent chez nous. Donc là, vous avez rapidement le plan que je vous ai présenté de la conférence. Donc on va commencer par un petit quiz. Donc vous avez toujours quelques photos et puis il faut me donner l'espèce. Ouais, vous avez eu un prospectus avant, ça aide. Donc l'aigle royal, c'est un rapace qui fait entre 1m80 et 2 mètres d'envergure. 2,20 m d'envergure. Il faut savoir que chez les rapaces, c'est souvent les femelles qui sont plus grandes, qui ont une plus grande couverture à l'air, qui ont une plus grande envergure que les mâles. Donc quand je vous donne un chiffre, c'est souvent l'envergure du mâle en dessous et l'envergure de la femelle pour le chiffre supérieur. Voilà, donc vous savez comment est-ce qu'on le reconnaît? 2-3 critères d'identification. Donc en vol, on le reconnaît surtout aux plumes là, bien digitées qu'on voit au bout des ailes. Donc souvent, on arrive facilement à distinguer au moins 6 plumes bien digitées, comme ça, qu'on appelle des doigts, qui sont les plumes du bout de la main. Et vous avez la queue qui fait à peu près la largeur de l'aile. Donc souvent, on voit assez mal les couleurs quand on est en vol ou quand on est en train d'observer les oiseaux, et on voit un peu une masse sombre comme ça. Donc il ne faut surtout pas se fier aux couleurs. C'est vraiment pas un critère d'identification, les couleurs. Même si chez l'aigle royal, en anglais le nom c'est Golden Eagle, vous avez la tête qui est un peu plus claire, d'où son nom. Donc ça peut être un moyen de l'identifier, mais on a des risques de se tromper. Donc c'est vraiment plutôt la largeur de la queue par rapport à la taille des ailes, et vraiment au moins ces 6 plumes digitées au bout. Donc le deuxième, vous avez déjà trouvé. Le vautour fauve. Donc le vautour fauve, donc c'est entre 2,40 m et 2,80 m d'envergure. Souvent, il se déplace en groupe, puisque c'est une technique pour repérer, en fait, donc il est charognard, et c'est une technique pour repérer les charognes, les cadavres qui peuvent être au sol, donc ils volent en groupe de manière assez espacée. Et dès qu'il y en a un qui plonge, parce qu'il a trouvé une carcasse, tous les autres, ils l'ont en visuel et ils plongent avec lui. Et puis vous avez, je ne sais pas si vous avez déjà pu assister à ça en montagne, ce qu'on appelle un peu la curée des vautours, où il y a une brebis qui est morte par exemple, et puis vous avez 30 vautours qui sont en train de se précipiter pour manger le cadavre. Donc sachant que souvent le premier vautour à arriver, c'est le vautour fauve. Il a un grand cou là, j'ai mis une photo marrante. Et il arrive et puis il se sert des orifices naturels pour aller chercher la chair. Voilà. Ne faites pas trop la sieste en montagne. Alors un peu pour les reconnaître, là vous avez un adulte, je ne sais pas si vous voyez bien, il est vraiment bicolore. On a vraiment deux couleurs qu'on peut distinguer.
Ça, c'est pour un peu savoir l'âge. Chez les jeunes, on arrive beaucoup moins à remarquer cette limite de couleur. Vous voyez que là, on a l'impression que c'est un peu brouillon. Et là, on a aussi plein de trous. Donc c'est pas qu'il s'est fait attaquer, mais c'est qu'il est en mue. Donc ça veut dire que les jeunes, ils perdent certaines plumes, puis ils les remplacent à un moment pour acquérir leurs plumes d'adultes. Voilà. Et là, on le voit pas très bien, mais le vautour fauve en l'air, on a l'impression qu'il n'a pas de queue du tout. Il a une toute petite queue par rapport à la largeur de ses ailes. Voilà. Donc à chaque fois, pour utiliser des termes de parapentistes, j'ai essayé de prendre l'extrado et l'intrado des oiseaux, parce que nous, en tant qu'ornithos, on les voit souvent d'en dessous. Mais si je vous donne que des photos d'en dessous des oiseaux, vous n'allez pas les voir souvent comme ça. Donc j'ai essayé à chaque fois de trouver des photos où on a les deux. Donc là, on a un vautour, ouais, c'est bien. À quoi vous reconnaissez que c'est un vautour? Les ailes, ouais. Le cou, un peu, ouais. Ouais, alors le bec crochu, c'est plutôt quelque chose qu'on a chez tous les rapaces. Mais oui, ça, en soi, pourquoi pas. Ok. Donc le vautour moine, pour donner la réponse, ça c'est un vautour qui est assez peu présent chez nous, mais qu'on peut croiser occasionnellement, qui est lui par contre plutôt solitaire. Donc ça veut dire qu'on ne va pas croiser des grands groupes. En général, quand il y a un grand groupe de vautours, ça va plutôt être des vautours fauves que des vautours moines. Donc il a un petit côté bicolore sur la tête, qu'on peut observer là bien sur cette photo, mais que vous voyez, là je vous ai mis encore une photo à contre-jour, on n'observe pas du tout. Et par rapport au vautour fauve, en fait, il a les ailes qui sont beaucoup plus carrées, avec vraiment ses doigts très marqués. On a vraiment l'impression qu'on a une aile très rectangulaire. Voilà. Et c'est un peu le plus imposant, le plus grand qu'on peut trouver. On a vraiment cette impression de grosseur chez cette espèce-là. Donc un autre. Ouais, très bien. Donc le faucon pèlerin, il est beaucoup plus petit, avec pas du tout la même forme d'aile. Il a les ailes beaucoup plus triangulaires. Vous pouvez le voir ici. Donc il est assez gris métallique du dessus et il est beaucoup plus petit en termes d'envergure. Pareil, hein, l'envergure un peu entre guillemets maximale, c'est l'envergure de la femelle. Ça se voit beaucoup chez le faucon pèlerin, la différence. Pour vous donner une idée, ça c'est à peu près une taille de femelle de faucon pèlerin. Voilà. En gros, ça vous donne un peu une échelle. Donc le faucon pèlerin, à l'inverse des vautours qui vont être plutôt nécrophages, le faucon pèlerin, lui, il mange quasiment exclusivement des oiseaux. Donc il faut qu'il puisse capturer ses proies en l'air. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas du tout le même profil d'aile. Il chasse en prenant beaucoup de vitesse, comme la plupart des faucons, contrairement par exemple à des rapaces qui vont être nécrophages comme les vautours, qui eux ont juste besoin de beaucoup se déplacer. Donc ils ont des grandes voiles, des grands voiliers qui leur permettent de couvrir beaucoup de distance en dépensant peu d'énergie pour essayer de trouver des cadavres. Lui, il faut qu'il capture ses proies, donc il a besoin d'être beaucoup plus rapide et beaucoup plus agile. Un autre. Ouais, j'ai entendu gypaète et circaète, mais c'est un circaète, Jean Leblanc. Donc ça, c'est un rapace qui est migrateur. Il est migrateur notamment parce qu'il se nourrit de reptiles. Donc en fait, l'hiver, les reptiles, il y en a beaucoup moins. Forcément, donc il n'a plus de nourriture, donc il migre et c'est un migrateur transsaharien. Voilà, donc ça ressemble un peu à un aigle dans l'idée, mais vraiment sur le profil, pour l'identifier, on a l'impression qu'il a des ailes qui sont très longues et très peu larges. La proportion là, de longueur par rapport à la largeur, c'est un peu l'inverse de... Enfin pas l'inverse, mais c'est vraiment différent du vautour ou de l'aigle. Je ne sais pas si ça vous saute aux yeux. Pardon? L'aigle, je reviendrai après dessus, mais l'aigle il mange plutôt ce qu'on appelle des proies moyennes, qui vont être, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, un tétralyre, du lièvre, des lapins, donc plutôt des proies un peu moyennes. Lui il mange des reptiles. Voilà. Et là vous avez un peu un cas typique où en fait pour essayer d'observer les mouvements dans les prairies, il va voler en vol stationnaire et donc ils ont la tête. Ils sont toujours contre le vent, avec la tête on a l'impression que c'est un point fixe, et puis derrière il y a les muscles qui bougent pour qu'en fait il arrive à rester contre le vent. Voilà, et il cherche ses proies comme ça, et après il attrape des reptiles. Voilà, et il a la tête qui est un peu
brune, rousse presque, alors que le reste dessous est plutôt blanc. Voilà. Il y a vraiment une grosse différence de couleur. Je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs, parce que moi j'ai la tête dans l'écran, mais ça va. De toute façon, c'est pas un critère, je vous ai dit. Un autre? Ouais, très bien. Donc le gypaète, c'est un vautour. Hein. Il faut savoir qu'il est ostéophage, donc il mange principalement des os. Donc c'est comme toutes les espèces de vautours quasiment en France, elles ont, enfin, comme toutes les espèces de vautours, c'est des espèces qui ont bénéficié de plans nationaux d'action et pour lesquels il y a eu des programmes de réintroduction. Chez le gypaète, on a très peu d'individus, notamment dans les Alpes. Donc c'est une espèce, il y a toujours des programmes de réintroduction. Par exemple, dans le Vercors, tous les 2 ans, ils lâchent deux jeunes gypaètes. Au-dessus, là, vous avez un jeune, vous remarquez, il a la tête noire et la petite barbichette, toujours. Et là, vous avez l'adulte, avec toujours la barbichette, mais qui est complètement orange. Voilà. Un des critères les plus simples, entre guillemets, pour identifier le gypaète, c'est cette queue, la cunéiforme. Vous voyez, ça fait un peu une forme de losange. Voilà, qu'on remarque qui est vraiment très grosse par rapport à l'animal. Vous savez pourquoi il est orange? Ouais, c'est ça, il y en a qui ont bien révisé. En captivité, les gypaètes, ils sont plutôt blancs. Le plumage est blanc et ils vont être plutôt, du coup, avoir tendance à se rouler dans des boues ferrugineuses, effectivement, ou juste se frotter, par exemple, sur certains cailloux. Je vous ai amené mon gypaète. Pour vous montrer un peu la taille. Voilà, donc il est en plusieurs morceaux. Voilà, donc ça fait presque 3 mètres d'envergure. Et on voit bien la taille de la queue en dessous et la forme très spécifique qu'elle peut avoir. Voilà. On pourrait bien faire des photos à la fin avec, si vous voulez. Et donc le gypaète, c'est le dernier à arriver souvent, parce quand il y a une carcasse qui a été mangée par les vautours, parce qu'il vient quand il reste quasiment plus que des os. Voilà. Et il a une spécificité, c'est qu'il a tendance à avoir un lieu, où c'est une pierre qu'on appelle une enclume, où il vient jeter les os. Donc il prend les os, des fois il prend même des carcasses entières, c'est assez impressionnant, et il les porte très haut au-dessus de cette enclume, donc ce caillou, et il les lâche pour les casser et pour manger la moelle à l'intérieur. Voilà, qu'on appelle aussi le briseur d'eau. Donc c'est des espèces, les vautours, hein, qui ont pas mal souffert de persécutions et de gros a priori. Là, vous voyez pas très bien, mais il a un œil rouge, il transporte des carcasses, il mange des os. Donc on avait peur à un moment qu'il mange les enfants. Donc c'est des oiseaux qui ont pu être empoisonnés, tirés ou autres, et qui ont vraiment beaucoup souffert de ça. Après, autre chose sur les vautours, ils ont aussi pas mal souffert. Par exemple de l'abandon de l'élevage en montagne et du fait qu'il y en ait beaucoup moins de carcasses d'animaux en montagne, donc les populations elles ont aussi un peu pâti de ça. Donc là d'autres espèces, je ne vous ai pas mis des quiz à chaque fois, mais que vous pouvez croiser. Le faucon cresserelle, c'est un petit faucon qu'on voit souvent au-dessus des champs qui bat vite des ailes, en vol stationnaire aussi. Voilà, la buse, donc qui est plutôt en général vers les forêts, et en général c'est elle qui attaque les parapentistes aussi. Elle est assez agressive. Voilà. La buse, elle peut se confondre un peu avec l'aigle de loin, mais en gardant cette idée de critère de la proportion de la queue par rapport à la largeur des ailes, normalement on ne peut pas trop se tromper, elle a moins de plumes digitées au bout des ailes. Donc la buse, c'est 1,20 m à peu près d'envergure, mais en fait quand on est loin, quand on n'a pas de référentiel, on peut avoir du mal à se faire une idée de l'animal que ça peut être, de la taille de l'animal. Le faucon, c'est beaucoup plus petit. Hein, j'aurais pu vous dire, ça va être 60 cm à peu près en termes d'envergure. Un autre rapace, mais qui est assez dur à différencier de la buse, je vous l'ai montré juste parce qu'il est marrant, c'est la bondrée apivore. Donc elle a un peu une tête de pigeon. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et apivore parce qu'elle va manger, par exemple, des guêpes, enfin, des hyménoptères. Voilà. Et donc elle est migratrice. Il faut savoir que les oiseaux sont migrateurs quand ils n'ont plus de ressources de nourriture l'hiver chez nous. Donc comme elle mange principalement des hyménoptères, des insectes, en gros elle part de chez nous en hiver. Le milan noir en dessous,
un autre rapace qui est assez commun, qui peut être occasionnellement croisé en milieu rocheux, qui normalement est plus lié, qui va plus avoir tendance à nicher dans les arbres, mais qu'on peut également des fois croiser dans les falaises. Alors d'autres beaucoup plus petits, l'épervier, qui est plutôt un oiseau forestier, qui lui aussi va chasser plutôt des oiseaux, des petits oiseaux. Le grand corbeau, qui a vraiment les ailes très droites, on dirait un peu une croix, et il a la même queue un peu cunéiforme que le gypaète. Et lui, en montagne, on l'entend, il fait une espèce de croassement très très rauque, voilà, qui est un critère d'identification assez simple, enfin, qui est assez évident. Pareil, en termes d'envergure, ça ressemble un peu à une buse, c'est un peu plus petit, ça doit faire à peu près 1m10, je pense. Le chocard avec jaune, qui vient manger votre pique-nique quand vous êtes en train de manger votre sandwich en haut d'un sommet, que vous devez tous et toutes connaître. Voilà, d'autres un peu moins communs, mais que vous pouvez potentiellement croiser. Le Milan Royal, vous avez une petite fiche là, alors, qui est vraiment tricolore avec cette queue très échancrée, là, qui est vraiment le signe distinctif. Voilà, le vautour percnoptère qui est vraiment blanc et noir, avec la tête jaune, celui que souvent vous pouvez voir dans des reportages casser des œufs, pour manger les œufs. Voilà, qui est un vautour qui est beaucoup plus petit, mais qui est très peu présent, on va dire, dans les Alpes du Nord, un peu plus dans les Alpes du Sud. Et l'autour des palombes, qui est un gros rapace qui ressemble beaucoup à l'épervier, aussi, qui est celui qui s'attaque aux poules, souvent. Vous n'avez pas de questions? Ok. Comme petit récap, avec des beaux dessins, de toutes les espèces, elles sont plus ou moins à échelle, hein, pas tout à fait, que vous pouvez croiser. Donc, bon, toujours vu du dessous, parce que c'est des dessins d'ornitho, hein, mais voilà, pour vous donner un peu une idée des espèces les plus communes que vous pouvez croiser. Et oui, juste sur la bondrée là, et la buse, il y a souvent un critère, c'est les mains, là, ce qu'on appelle les mains, les petites taches noires, que vous voyez qu'il n'y a pas chez la buse. Voilà. Pas de questions, vous savez tout. Vous êtes tous capables de les reconnaître. Ok, d'autres oiseaux? Ouais. C'est beaucoup plus court la buse. Enfin, ça a l'air beaucoup plus petit. Voilà. Oui, bien sûr. Souvent, en fait, dans l'observation, les critères, ça va plus être une histoire de proportion. Parce qu'on voit mal les couleurs, on est un peu loin, donc on a du mal vraiment à distinguer l'espèce. Alors après, il y a la façon de voler aussi, mais vraiment ces histoires de proportion entre la tête, les ailes, la largeur des ailes, la queue, c'est vraiment ça les critères qui vous permettront d'identifier un peu à coup sûr les espèces. Voilà, donc je vous ai mis d'autres oiseaux pour qu'on en parle tout à l'heure. Qui sont des espèces avec lesquelles il peut y avoir une interaction avec le vol libre. C'est pour ça que je vous les ai mises. C'est bon? Lequel est lequel? C'est assez? Ouais, ok. C'est facile là parce que je vous ai mis des mâles de bouquetin, mais des fois chez les femelles de bouquetin, on peut les confondre avec des chamois de loin. Les bouquetins sont beaucoup plus trapus, ils font à peu près la même taille que les chamois, mais ils ont l'air beaucoup plus trapus. Ils sont beaucoup plus costauds et lourds que les chamois. Donc, un petit point sur l'espérance de vie des rapaces. Donc, il y a une grosse différence entre l'espérance de vie moyenne à l'état sauvage et l'espérance de vie moyenne en captivité. Tout simplement parce qu'ils ont beaucoup plus de chances de mourir d'une raison, entre guillemets, naturelle quand ils sont à l'état sauvage. Alors après, quand je dis naturel, ça peut être aussi des percussions avec des lignes électriques. Voilà, ça peut être... il y a beaucoup plus de risques de mourir. Même quand on est un adulte, par exemple chez le faucon pèlerin, le taux de survie des adultes annuels il est de 70%. Ça veut dire que 7 adultes sur 10 en moyenne survivent à l'année. Voilà, et le taux de mortalité chez les jeunes de première année, il peut être facilement de 80% chez les rapaces. Donc ça veut dire que 8 jeunes sur 10 meurent. Les rapaces, c'est des espèces qui sont assez importantes dans les écosystèmes parce que c'est des prédateurs. Ou du moins c'est des carnivores, mais pour beaucoup c'est des prédateurs, et du coup qui vont avoir un rôle important dans la chaîne alimentaire. Donc ils sont au sommet de la chaîne alimentaire dont dépendent beaucoup d'espèces, de relations de moins d'espèces en dessous. Et quand on a un impact, une diminution de la population de rapaces, on peut rapidement avoir
un impact sur toute la chaîne alimentaire en dessous. Donc c'est pour ça qu'on a aussi une attention particulière sur les rapaces. Voilà. Les rapaces sont tous des espèces protégées depuis 1976 et il y a eu beaucoup d'espèces qui ont été en fort déclin, notamment donc, vers les années 70-80, donc liées à beaucoup de raisons, mais par exemple sur le faucon pèlerin, on avait l'utilisation du DDT, qui est un pesticide qui rendait les coquilles d'œufs mous. Donc quand la femelle allait pour couver, souvent elle avait tendance à écraser les œufs, donc il y a eu un fort impact sur la population. Voilà, donc après pour vous prendre un petit exemple sur pourquoi est-ce que des fois c'est important vraiment de prendre en compte la reproduction des rapaces, chez le faucon en général, même le faucon pèlerin, la maturité sexuelle c'est vers 2-3 ans, donc ça veut dire qu'il vit un peu plus de 10 ans, on va dire qu'il vit 10-12 ans, donc il a 10 ans pour se reproduire. En supposant qu'il se reproduise tous les ans, donc ça veut dire il se reproduit 10 fois, comme je vous ai dit, il y a à peu près 80% de mortalité chez les jeunes la première année. Donc il y a 2 années sur 10 où il peut avoir des jeunes. Il fait, on va dire, entre 2 et 3 jeunes par an. Donc en fait, sur ces 2 ans-là, s'il rate une année, eh ben, ça peut avoir un impact important sur la dynamique de la population derrière. Voilà. Chez d'autres rapaces, donc en général quand ils sont plus gros comme l'aigle ou certains vautours, le circaète ou autres, il y a souvent qu'un jeune qui survit, enfin, qui arrive à éclore, qui survit, qui arrive au bout d'un an. Et du coup, là, donc, il vit un peu plus longtemps, mais d'autant plus quand il n'y a qu'un jeune par an, quand, entre guillemets, on a une attention particulière sur la survie de ce jeune-là, parce que c'est une question de survie de l'espèce, en fait. C'est clair pour vous ? Ok. Alors là, on a la partie un peu moins fun, il y a moins d'images. Donc rapidement, dans les espèces, elles sont classées par ordre et par famille. Donc vous avez plusieurs familles d'espèces. Et là, il y en a 2 qui nous intéressent particulièrement aujourd'hui. C'est les falconidés, donc ce qui est plutôt les faucons, qui vont être plutôt des petits oiseaux de proie, enfin petits ou moyens oiseaux de proie avec une envergure qu'on a vu, vous avez vu, qui est plutôt réduite par rapport au vautour, à l'aigle ou autre, et qui vont plutôt avoir tendance à être des oiseaux qui jouent sur leur vitesse, qui ont un vol rapide et qui capturent leur proie, qui se nourrissent grâce à cette vitesse-là. Après, comme tous les rapaces, ils ont des serres, mais ils ne vont pas forcément tuer les proies avec leurs serres, ils peuvent les asphyxier, mais ils vont plutôt tuer les proies avec leur bec. Donc c'est pour ça qu'ils ont une dent qu'on appelle la dent tomiale, qui est une espèce d'extension sur le bec qui leur permet un peu de mettre à mort leur proie, donc principalement, par exemple pour le faucon pèlerin, des oiseaux, grâce à leur bec. Donc à l'inverse de l'autre famille, qui est plutôt la famille des vautours, des aigles, qui sont les accipitridés, qui eux vont plutôt avoir tendance à mettre à mort leur proie avec leurs serres, en transperçant et en essayant de toucher les organes vitaux avec leurs serres. Et des fois, ils ratent et ils mangent leur proie alors qu'elle est encore vivante. Bon, la nature, c'est pas très joli, c'est un peu cruel. Faut pas être choqué de ça, mais voilà. Voilà, rapidement. Donc voilà, ce qui distingue un rapace, c'est le fait d'être carnivore. Il peut être prédateur ou charognard, et il a un bec crochu et des serres. Mais on verra que les serres, par exemple, chez les charognards, sont pas du tout les mêmes que les cerfs sur un faucon ou sur un aigle, parce qu'en fait, les charognards, ils ne peuvent pas mettre à mort, donc ils n'ont pas besoin d'avoir de serres acérées, ils ont plutôt des serres émoussées. Donc souvent, il y a un peu des légendes autour des vautours qui tuent des animaux, ou des fois, j'ai même entendu des histoires sur des humains. Techniquement, c'est pas possible. Par contre, ce qui arrive, c'est que des fois, il y a des animaux qui sont mal en point, ou qui viennent de naître ou autres, et que quand il y a beaucoup de vautours qui arrivent à ce moment-là, par exemple pour manger le placenta après un vélage, il peut y avoir effectivement une mort accidentelle d'un veau lié au vautour, mais ce n'est pas un comportement de prédation. Donc qu'est-ce qui permet de voler si bien aux oiseaux? C'est des années et des années d'évolution qui leur ont permis d'avoir un squelette, une morphologie qui est adaptée au vol, qui est faite pour le vol, et notamment ils ont des œufs qui sont creux, des os qui sont creux. Ce qui leur permet d'avoir en même temps un système osseux qui est développé, qui permet de soutenir les différents muscles, puisqu'il leur faut pas mal de muscles pour le vol, et en même temps d'optimiser leur poids pour ne pas être trop lourd en vol. Vous êtes les premiers à le savoir, que si on est trop lourd, on vole des fois un peu moins bien que quand on est léger.
Voilà, donc après il y a plusieurs évolutions, donc je vous ai mis l'exemple des côtes qui leur permet de récupérer de l'air avec tout un circuit de l'air pour enrichir, enfin pour capturer l'oxygène dans les poumons, qui est quelque chose d'assez élaboré, voilà, qui leur permet d'optimiser leur effort, toujours cette logique chez toute la faune sauvage globalement, d'optimiser son effort, c'est-à-dire dépenser le moins d'énergie possible pour en gagner le plus possible. Donc ça va être toujours, en fait, la réflexion et la dynamique naturelle, elle est autour de ça. Comment est-ce que je vais faire pour dépenser peu d'énergie et en gagner le plus possible? Donc on verra qu'il y a différentes stratégies, mais les vautours, par exemple, ils essayent de jamais battre des ailes, de se servir des thermiques pour faire de la distance et pour derrière trouver de la nourriture, et quasiment des fois ça peut être sans aucun battement d'ailes à part pour décoller. Donc il y a toujours un peu cette logique-là derrière. Voilà, donc après ils ont des muscles particuliers qui leur permettent quand même de faire ce qu'on appelle du vol en battu. Donc le vol en battu, c'est quand ils vont battre des ailes, quand ils ne sont pas en train de planer, ce qui va leur permettre souvent de décoller ou d'être dans des phases de transition, par exemple, s'ils n'ont pas pu assez prendre d'altitude dans un thermique, ils vont avoir besoin de battre des ailes pour aller en chercher un autre. Et du coup, c'est ce qu'on appelle le vol battu. Voilà, donc plusieurs fonctions après dans le plumage, qui est très important. Et il faut savoir que chaque plume est indépendante chez les oiseaux. Donc chaque plume peut être orientée différemment pour s'adapter notamment aux conditions de l'aérologie. Donc voilà, donc il y a une orientation complètement différente, tout est synchronisé en même temps. Voilà. C'est peut-être difficile de s'en rendre compte, mais c'est assez impressionnant, je trouve, en termes d'évolution de la nature. Et vraiment, l'efficacité des oiseaux en vol, on n'arrive pas à la reproduire en construisant des ailes artificielles. Voilà, c'est quelque chose, pour l'instant, on n'arrive pas à cette efficacité-là. Voilà, et vous avez donc le plumage qui est réparti donc, sur les ailes, la queue, avec différents types d'ailes, de plumes, pardon. Et vous avez aussi des espèces qui ont par exemple des plumes aux pattes, comme les circaètes, pour se protéger des morsures de serpents. Voilà. C'est toujours lié aussi à leur régime alimentaire. Donc, trois composantes importantes chez les rapaces. Le bec, qui leur permet de récupérer la nourriture sur les proies qu'ils ont capturées. Et chaque bec, vous avez vu qu'il y a des becs de différentes tailles, est lié au type de proie que les oiseaux vont capturer. Ou les becs de charognard qui ne vont pas être les mêmes en fonction de quel morceau de viande, entre guillemets, ils cherchent. Voilà, les cerfs, ce que je vous expliquais sur les cerfs des nécrophages qui ne sont pas du tout les mêmes, donc des vautours qui ne sont pas du tout les mêmes que chez les aigles ou les faucons. Et forcément, la vue, c'est des oiseaux qui sont souvent très haut dans le ciel et qui ont besoin d'avoir une vue développée pour soit voir leur proie, soit pouvoir voir des charognes. Donc c'est vraiment un des sens qui est les plus développés, notamment chez les rapaces. Ce n'est pas forcément le cas chez tous les oiseaux. Avec donc, une vision binoculaire qui est assez réduite. Donc ça veut dire qu'en fait, ils ont les yeux plutôt sur le côté de la tête, ce qui leur permet d'avoir un champ de vision qui est très large. À l'inverse, par exemple, des rapaces nocturnes, donc des chouettes, des hiboux, qui eux ont ce qu'on appelle un peu un disque facial, où ils ont les yeux rapprochés comme nous, et qui eux tournent la tête. Vous avez déjà tous vu ces images de chouettes qui tournent la tête presque à 360 degrés, alors que les rapaces, eux, ils font assez peu de mouvements de tête, parce qu'ils ont une vision qui est plutôt monoculaire, donc avec un champ de vision qui est assez large. Voilà, donc les oiseaux, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils repèrent les UV. Vous avez peut-être entendu, vous avez peut-être déjà vu des chasseurs en orange, qui veut dire que les animaux ne voient pas le orange. Alors c'est vrai pour les mammifères, mais ce n'est pas le cas pour les rapaces, qui voient notamment les réflexions des rayons du soleil et les UV. Ce qui leur permet aussi, par exemple, de voir des différences de réflexion et de repérer des traces d'urine de leur proie, par exemple chez l'aigle royal. Voilà, donc ils peuvent repérer à quelques kilomètres quelque chose qui va faire une dizaine de centimètres. Donc c'est vraiment le sens le plus développé. Est-ce que le fait qu'ils ont une binoculaire assez réduite, est-ce que du coup sur les côtés, ils arrivent bien voir les distances Alors là, je ne saurais pas répondre, pour être honnête. Sur la vision 3D ? Ouais, je sais pas. Après, c'est toujours difficile de se mettre à la place d'un animal et d'essayer d'envisager comment il voit. En fait, il y a plein de projections possibles, mais on ne peut pas vraiment savoir comment il perçoit les choses. Et puis,
à mon avis, l'utilisation des sens n'est pas la même que chez nous. On a toujours tendance à faire un peu d'anthropomorphisme, mais c'est difficile, à mon avis, de vraiment imaginer comment on peut voir un rapace. Donc vous avez juste pour revenir sur la vision, vous avez des yeux de très grande taille. Là, on le voit chez le faucon pèlerin. Vous voyez dans la taille dans la boîte crânienne, avec des yeux qui sont plutôt orientés sur les côtés. Et du coup, avec quand même un angle mort qui est relativement réduit, puisqu'il n'y a que l'arrière de la tête où l'oiseau ne voit pas. Et puis la vision binoculaire aussi qui est réduite, qui est vraiment juste sur le bout du bec. Voilà. Donc ce que je vous expliquais sur les différences de taille entre le mâle et la femelle, ça c'est très difficile à distinguer quand vous voyez un seul individu. Si je vois un seul aigle royal, je vais avoir du mal à me rendre compte, encore une fois avec cette histoire de distance, si c'est un mâle ou une femelle. Par contre, quand on en a deux, et qui sont de sexes différents, la différence de taille, elle peut être assez facilement observable, en fait. Parce que c'est pas du simple au double, mais on a presque l'impression que c'est ça, des fois. Notamment, par exemple, chez le faucon pèlerin. Voilà, donc l'aigle mâle pèse un peu moins lourd que la femelle. Et souvent, c'est le cas, c'est que les jeunes, on a l'impression qu'ils sont plus gros, parce qu'ils ont une surface alaire plus importante, parce que souvent, ils volent moins bien. Donc, ils ont besoin d'avoir une surface alaire très développée pour être plus facilement portés par les thermiques. Et au fur et à mesure de leur apprentissage et en fait de leur évolution, ils muent et ils apprennent mieux à voler. Et du coup, ils perdent un peu cette surface alaire-là qui se réduit en devenant adultes. Voilà, donc ça permet aussi de compenser le problème de musculature, le développement de la musculature et ces histoires d'apprentissage de vol. Il y a vraiment une composante importante chez les rapaces, c'est l'apprentissage de la chasse et de la prédation sur les proies. Et des fois, on a des oiseaux, des jeunes qui n'arrivent pas du tout à capturer des proies parce qu'ils sont assez maladroits et ça peut avoir un impact sur la survie de l'individu en lui-même, quoi. Voilà, et donc d'autres éléments qui sont assez importants, qui permettraient d'expliquer la différence entre les femelles et les mâles, donc c'est pour empêcher les infanticides, donc empêcher que le mâle tue les jeunes, le besoin que les mâles ont d'aller chercher plus de proies que les femelles, parce que même si des fois on peut avoir des relais sur la couvaison, donc c'est-à-dire à la fois le mâle et la femelle qui couvent, en général, c'est plus la femelle qui passe de temps à couver, donc plus le mâle qui doit ramener des proies. Et du coup, il a besoin d'être plus agile, et en plus, en étant plus petit, il peut capturer des proies un peu plus petites. Voilà, donc ils ont une différence après aussi dans leur régime alimentaire, ce qui leur permet de ne pas se faire de compétition. C'est-à-dire que la femelle va aller chercher des proies un peu plus grosses que le mâle. Voilà, donc ça, c'est d'autres hypothèses qui permettraient d'expliquer cette différence-là. Et autre chose, c'est que les femelles, elles peuvent, en étant plus grosses et plus souvent unies, elles sont plus amenées à lutter contre des prédateurs naturels sur les jeunes ou sur les œufs, et du coup, ça leur donnerait une chance de réussite en se battant contre un prédateur d'être un peu plus costaud que les mâles. Voilà. Donc les prédateurs, il y a des prédateurs naturels chez les rapaces, qui ne sont pas des prédateurs en général sur les adultes, à part des fois des relations entre rapaces. Par exemple, le grand-duc d'Europe, qui est un gros rapace nocturne, il peut manger des jeunes de faucons pèlerins. Voilà, mais c'est relativement rare. Par contre, il y a des prédateurs sur les jeunes et sur les œufs. Donc on a notamment le grand corbeau, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui en plus affectionne les mêmes milieux que l'aigle royal ou le faucon pèlerin. Donc ils sont en compétition pour les mêmes sites de nidification. Et potentiellement, les jeunes ou les œufs peuvent être prédatés par le grand corbeau. Ça peut être le cas aussi par la fouine ou la martre. Vous voyez ce que c'est des petits animaux tout mignons mais qui sont carnivores. Voilà, et bon, alors en fonction des sites, le renard, mais c'est aussi pour ça que les rapaces ont tendance à privilégier des sites qui sont inaccessibles pour des mammifères, notamment. Voilà. C'est un des critères qui leur permet de choisir leur site de nidification. Donc un autre sens qui est important, c'est l'ouïe. J'en reparlerai un peu tout à l'heure, mais les rapaces ne chantent pas comme le rouge-gorge que vous pouvez avoir dans votre jardin. Par contre, ils vocalisent et ils ont des cris qui sont des cris sociaux qui leur permettent de communiquer entre congénères.
Voilà, donc on peut souvent entendre aussi quand on est dans les milieux favorables, donc en falaise et même en vol, hein, en étant en parapente, vous pouvez les entendre. Puis s'ils commencent à vous crier dessus, en général c'est assez mauvais signe. Ils veulent vous dire vous arrivez chez moi, il est temps de partir, quoi. Non, non, mais ça on pourra en parler tout à l'heure aussi des relations. Est-ce qu'il y a du jeu, est-ce qu'il y a de la sympathie ou pas entre les parapentes et les rapaces. Voilà, et l'odorat qui a un sens assez peu développé et aussi, je pense, assez mal connu. Voilà, donc des fois on essaie de se demander pourquoi les oiseaux se comportent comme ça à tel moment, mais il y a vraiment une histoire d'horloge biologique, d'hormones qui sont liées à plusieurs choses, mais ça va être par exemple la durée du jour, ça peut être un peu les températures qui jouent dessus. Et cette horloge biologique, le comportement qu'ils ont, c'est ça aussi qui va vraiment jouer sur leur morphologie. Par exemple, donc le faucon pèlerin qu'on a là, il est fait pour capturer des oiseaux, donc à pleine vitesse, en plein vol, la plupart du temps. Donc il a besoin d'avoir une disposition de ses ailes qui lui permet de prendre beaucoup de vitesse, de voler en piqué et d'atteindre. Alors on dit souvent que le faucon pèlerin c'est l'oiseau le plus rapide, mais voilà, c'est toujours difficile à mesurer la vitesse des oiseaux. Mais toute sa morphologie est adaptée à ses proies et tout son comportement, son cycle de vie va aussi être adapté à ses proies. Ça veut dire qu'il commence le moment de la reproduction juste avant que les oiseaux reviennent de migration. Et quand tous les passereaux, les petits oiseaux reviennent de migration, souvent on est dans le moment où il a le plus besoin de nourriture. Donc tout son cycle de vie est calé sur ses proies aussi. Donc à la fois sa morphologie et son cycle de vie va être calé sur son régime alimentaire. Et on estime que le choix du site de nidification chez un faucon pèlerin peut prendre en compte les passages de migration des oiseaux. Vous savez, les oiseaux ont des couloirs de migration un peu favoris, et que des fois, ça c'est quelque chose qui peut jouer parce qu'il va y avoir une abondance de proies plus importante à cet endroit-là. Voilà. C'est souvent ce qui définit aussi le territoire et le choix du site de nidification, c'est la disponibilité en proie. Voilà. Donc, qu'est-ce qui fait un oiseau toute la journée ? Donc, principalement, quand il se déplace, c'est par voie aérienne. Il y a très peu de déplacements au sol, puisque c'est des oiseaux les rapaces, un peu comme beaucoup d'oiseaux, sont plus vulnérables quand ils sont au sol. Ils ne sont pas adaptés à la marche, ils sont plus adaptés au vol. Avec du coup différents types de vols. Je vous ai parlé du vol battu. Le vol plané thermique, qui est le vol un peu des vautours, que tout le monde connaît, qui est souvent le même un peu vol que les parapentistes, où on va se retrouver dans les thermiques avec les rapaces, où on regarde les rapaces pour savoir où sont les thermiques. Et un autre vol qui est le vol thermique dynamique, que vous connaissez aussi, mais chez certains oiseaux, donc c'est pas un rapace, mais c'est très présent chez l'albatros. L'albatros, c'est un grand oiseau qui fait à peu près qui fait même 3 mètres d'envergure, et qui se sert des mouvements du vent sur les vagues et sur la mer pour en fait quasiment ne jamais se poser. Ils sont capables de faire 40 000 km sans jamais se poser, juste en se servant de ces thermiques dynamiques là. Donc ils surfent un peu au-dessus des vagues sur les masses d'air qui se déplacent juste au-dessus. Voilà, donc ça c'est différents vols. On a le vol stationnaire qu'on appelle aussi un Saint-Esprit, donc qui est le vol dont je vous ai parlé chez le circaète ou chez le faucon cresserelle. Voilà, on peut le retrouver chez plusieurs rapaces, donc qui est souvent un vol qui leur permet de repérer leur proie. Donc ce que je disais, le vol et l'aile correspondent vraiment à l'alimentation. Chez les vautours, on n'a pas besoin de queue, notamment chez le vautour fauve, parce qu'il n'a pas besoin de virer, de changer de direction rapidement. Lui, ce qu'il va voir, c'est un animal qui est mort. Donc il n'a pas besoin, dans son comportement, d'avoir un gouvernail qui va lui permettre de changer de direction. Donc l'évolution a fait que ce gouvernail a tendance à disparaître, parce que c'est l'énergie pour rien de faire des plumes pour quelque chose qui ne va pas servir derrière. Donc toujours dans cette logique-là. Et après, on a des oiseaux qui vont être un peu plus intermédiaires, avec pas les mêmes techniques de chasse que le faucon, comme ça peut être le cas de la buse ou l'aigle, qui eux vont plutôt avoir tendance à être à l'affût, donc ça veut dire percher à un endroit et plonger sur leur proie. Et en fait, ils vont souvent tuer leur proie, donc qui va être une proie au sol pour la plupart du temps, avec le choc, en agrippant la proie avec les serres et en déployant leurs ailes au moment où ils arrivent. Et en fait, avec le choc de l'atterrissage, souvent ils essaient de tuer leur proie comme ça. Voilà. Et donc eux, ils ont besoin
de changer un peu de direction, mais pas trop. Du coup, ils ont une queue qui est intermédiaire, on va dire, entre le faucon et le vautour fauve, par exemple. Voilà, donc toujours en regardant le bec, la forme des ailes, la forme de la queue, on arrive un peu à deviner le régime alimentaire de l'oiseau. Voilà. Et vous avez, par exemple, j'en ai parlé tout à l'heure, l'épervier ou l'autour, qui eux ont des ailes un peu en forme de S, qui sont des ailes, donc là, entre le vautour et l'aigle, mais qui leur permettent d'aller en même temps vite et de pouvoir aussi naviguer rapidement de manière assez... avec une certaine agilité entre les arbres, parce que c'est des rapaces forestiers. Donc ils ont une queue derrière qui est très longue, avec des ailes assez grandes, mais en même temps un peu effilées, donc qui leur permet d'être sur quelque chose d'intermédiaire et d'être en même temps très maniable. C'est clair ? Ok, vous me dites si vous dormez. On a plusieurs types de régimes alimentaires chez les rapaces. Donc on a le régime il peut varier en fonction de la saison. Ça veut dire que c'est toujours en fonction des proies disponibles. Et des fois, on a des oiseaux qui vont se spécialiser, par exemple, dans la pêche de poissons, parce qu'à l'endroit où ils sont, à un moment, il y a que du poisson à manger, et c'est pas dans le régime du rapace, de l'aigle, par exemple, de manger du poisson, mais s'il n'y a que ça à manger sur son territoire, bah, des fois, ils peuvent avoir tendance à un peu faire exception par rapport à ce que je peux vous dire sur le type de proie qui en général, ont tendance à consommer. Voilà, donc je vous ai déjà dit qu'ils étaient carnivores. Et après, donc, il y a plusieurs types de régimes. Il y a des régimes qu'on appelle plus éclectiques, où ils vont manger un peu de tout. Ils sont un peu, entre guillemets, opportunistes. Ils mangent ce qu'ils trouvent. Donc c'est le cas, par exemple, de la buse variable. La buse, pour que tout le monde saisisse bien, c'est le rapace d'autoroute, hein, qui est perché sur le bord de l'autoroute, sur les poteaux. Voilà. Des espèces qui sont plus spécialistes, je vous ai parlé du circaète qui mange beaucoup de reptiles et du coup qui est migrateur parce qu'en fait il ne s'adapte pas en hiver en mangeant d'autres proies. Donc en fait lui, sa stratégie, c'est pas de changer de régime alimentaire mais c'est de migrer pour retrouver un peu le même type de proie. Voilà, donc c'est toujours différentes stratégies, hein. Donc les nécrophages et les ostéophages. Voilà. Donc, je vais expliquer tout à l'heure rapidement dans les vautours. Il y a d'abord le vautour fauve qui arrive, après souvent il y a le vautour moine qui va manger les tendons et les cartilages, après vous avez le gypaète qui mange les os, et puis un peu entre tous vous avez le percnoptère, là, celui qui est blanc et noir, qui lui par exemple peut se nourrir des excréments. Voilà. Donc il y a vraiment une logique, et puis chacun a sa niche, chacun vient manger quelque chose de particulier pour essayer de ne pas être en compétition avec les autres, donc voilà, toujours avec une logique d'adaptation et de trouver sa place dans la nature. Donc c'est des siècles, plus que des siècles d'évolution qui ont permis d'avoir ces espèces-là aujourd'hui. Voilà, donc encore dans les activités quotidiennes, hein, les oiseaux ils passent beaucoup de temps aussi à entretenir leur plumage. On a un peu l'impression qu'ils sont au repos, mais parce qu'il y a une fonction très importante du plumage dans le maintien de l'équilibre thermique. Et puis c'est quand même leur outil de déplacement principal. Ils passent à peu près un tiers de leur journée, on estime, à se reposer. Et donc ils ont des fois des sites de repos, c'est même souvent le cas, qui peuvent être différents des sites de nidification ou autres. Et ils vont un peu souvent au même site, c'est des sites où ils sont un peu tranquilles, où ils y vont pour se reposer. Voilà, et donc après une autre activité, c'est de se nourrir, hein. C'est pas dans la logique des oiseaux d'avoir un comportement qui n'est pas lié un peu à ces activités-là. Ça veut dire qu'on pourra en reparler tout à l'heure, mais la logique du jeu chez des adultes, normalement, c'est pas vraiment une logique qu'on retrouve chez des rapaces. Eux, ils ont toujours le prisme dans leur tête de il faut que si je dépense de l'énergie, c'est pour trouver de la nourriture, et il faut que je trouve plus de nourriture que ce que j'ai dépensé d'énergie. Et ben avec leur bec, ils vont avoir tendance à lisser leurs plumes, à nettoyer, à enlever ce qu'il peut y avoir dessus. Voilà. Et au niveau de la chasse, est-ce que ça va rien de faire des stocks? C'est vraiment juste pour De faire des stocks de nourriture? Alors il y en a, oui, il y a certains rapaces qui, notamment par exemple le faucon pèlerin, qui cachent des proies à certains endroits. Puis après vous en avez d'autres comme le grand corbeau dont je parlais tout à l'heure qui essayent de chercher les caches pour aller déloger ça. Voilà. Mais oui, des fois il y en a qui cachent un peu des proies. Ouais.
Donc, sur les activités cycliques, tous les ans, la reproduction elle a lieu au même moment, alors à quelques jours près en général. C'est assez cadré. Et il faut savoir que la plupart des espèces là sont monogames. Donc ça veut dire qu'elles changent peu de partenaires, mais monogames, des fois on a des trios. Donc c'est souvent le cas chez les rapaces, où on a un même trio qui va avoir tendance à se reproduire tous les ans au même endroit. Et souvent c'est une femelle et deux mâles, parce que sinon les femelles seraient en compétition, mais comme ça il y a plus de mâles, donc il y a plus de chances d'avoir de la nourriture pour nourrir les petits derrière. Comme ce que je vous expliquais, c'est plutôt les mâles qui vont chercher la nourriture. Voilà, donc ça c'est une configuration qu'on peut retrouver. La plupart du temps quand même c'est que deux individus, un mâle et une femelle, qui ne sont pas forcément de la même année et du même âge, puisque, quand je vous ai expliqué, il y a pas mal de mortalité quand même chez les adultes, et quand il y a un des deux adultes du couple qui meurt, souvent il va être remplacé plutôt par un jeune qui lui cherche un endroit pour se reproduire et cherche à se reproduire. Et du coup, comme ça, on a aussi des sites de nidification qui se transmettent, et des sites de nidification, donc je vous ai dit, maximum en captivité, c'est 40 ans, on va dire, pour les rapaces qui vivent le plus longtemps, et il y a des sites de nidification qui sont suivis depuis 70-80 ans, mais en fait, on sait que ce n'est pas les mêmes individus. Voilà. Et puis, des fois, il y a des petits signes distinctifs qui permettent, vraiment, quand on a l'habitude, de reconnaître les individus entre eux, mais bon, faut avoir l'œil un peu exercé, et c'est pas forcément évident hein, chez tous les individus, enfin, chez toutes les espèces. Voilà, donc le cycle de reproduction, tous les ans, aux mêmes dates, et très souvent au même endroit, avec une vraie fidélité au site de reproduction. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a l'impression que les oiseaux, donc là principalement, les rapaces, ont une potentialité de site de nidification énorme, parce qu'ils nichent soit en haut des arbres, soit en falaise, mais en fait, il y a relativement peu de sites qui sont favorables, parce qu'il faut qu'il y ait un bon thermique à côté du site. Toujours pareil, hein. Eux ils décollent du nid, ils n'ont pas envie de faire d'efforts, donc s'il y a un thermique devant, c'est bien, ça les porte. Voilà. Donc on retrouve souvent des sites de nidification à proximité de lieux de parapente, on va dire, enfin de lieux de pratique de parapente, puisqu'ils sont proches des thermiques. Il faut que le site il soit un peu abrité de la pluie, qu'il soit au soleil mais pas trop, donc il y a des bonnes conditions. Il faut qu'il soit protégé des prédateurs, donc il y a quand même pas mal de critères comme ça qui font que il n'y a pas tellement de potentialité de sites de nidification dans la nature. Et du coup, quand certains sites ne sont pas accessibles pour une raison ou une autre, ils vont avoir tendance à choisir un site qu'on appelle un site par défaut, où par exemple, c'est un site, il y a un super thermique, il est un peu abrité des prédateurs, il est plutôt bien exposé, mais il n'est pas protégé de la pluie. Voilà. Et ça, c'est un paramètre qui va pouvoir jouer sur le succès de la reproduction derrière. Parce que si on a un mois de mai hyper pluvieux, comme c'est le cas depuis plusieurs années, les adultes ne peuvent pas chasser, les jeunes prennent froid, et on a plus de chances que les poussins meurent. Voilà. Donc je vous expliquais, il n'y a pas de cri, il n'y a pas de chant, il n'y a que des cris, avec différentes fonctionnalités dans le cri, mais que c'est toujours pour communiquer, soit avec un intrus, soit entre congénères. Et normalement, je vous ai ramené des cris un peu, parce que c'est une autre manière d'identifier, mais je ne sais pas si ça va fonctionner. Ouais, je vais... Si vous essayez de ne pas faire trop de bruit, on pourra peut-être écouter. Bon, vous devez me dire ce que c'est après. Vous avez une idée? Ouais, c'est bien. Souvent on dit un aigle, parce que souvent dans les films vous avez des bruits d'aigle comme ça, et c'est un peu des bruits de buse. Vous savez, vous imaginez Far West, et puis on entend en fait, on voit un vautour, et puis on entend un bruit de buse. Voilà. Hop. Donc ça, vous l'entendez notamment beaucoup au printemps. Hein.
pouvez entendre un peu toute l'année, mais beaucoup au printemps. Donc ça, c'est assez caractéristique de la buse. Ouais, effectivement, c'est un faucon pèlerin. Voilà, donc c'est plutôt un cri d'alarme, là, ou d'un cri d'appel, voilà. Mais c'est assez caractéristique. Les faucons font à peu près le même bruit, entre guillemets. Enfin, disons que ça se ressemble. Je vais vous mettre un autre faucon derrière. Ayez en tête. Voilà. D'où son nom, un peu assez marqué. C'est vrai que c'est dans l'ordre en plus, les effets dans l'ordre. Mais d'où le nom du faucon cresserelle aussi, on a l'impression qu'on tourne une cresserelle. C'est un moyen mémotechnique, un peu, qui est pas mal. Voilà, mais vous remarquez un peu ce côté strident, répété, saccadé, accéléré, qui est assez caractéristique au moins des faucons. Donc au moins avoir l'idée que c'est un faucon. Voilà, et après, en fonction du milieu, des fois, ça nous donne aussi une indication de l'espèce que ça peut être. Donc ça, c'est une autre manière d'arriver à savoir à peu près quelle espèce on est en train de rencontrer, ou des fois on ne la voit pas, mais on l'entend. Donc dans les activités cycliques, je vous ai parlé de la reproduction, et toujours avant la reproduction, il y a un peu des parades. Donc souvent c'est des vols à deux, où on a un peu l'impression qu'il y a une espèce de balai des oiseaux du couple. Et dans le cadre de ces parades, des fois il y a des échanges de proies. Donc c'est souvent le mâle qui montre qu'il est capable à la femelle d'amener une proie et de bien chasser, et qui va en l'air souvent transmettre une proie à la femelle, présenter une proie à la femelle. Voilà, ce qu'on appelle l'offrande nuptiale. Voilà. Et juste, j'ai mis un petit truc sur les migrations pour dire que, en fait, en gros, on ne sait pas trop pourquoi et comment les oiseaux migrent. Il y a plein d'explications. Vous avez la liste derrière moi. Mais c'est encore quand même un des mystères. On a du mal à identifier quel est vraiment le critère et pourquoi, comment les oiseaux migrent toujours aux mêmes dates, aux mêmes endroits. Des fois, des jeunes qui sont nés en Europe et qui migrent en Afrique exactement au même endroit que leurs parents sans migrer avec leurs parents. Voilà. On a du mal à expliquer pourquoi. Bon, je ne vous raconte pas comment sont faites les recherches scientifiques pour savoir est-ce que c'est grâce à la vision. Du coup, on crève les yeux des adultes, puis on voit s'ils reviennent au même endroit. Voilà. La recherche scientifique est des fois un peu cruelle aussi, mais c'est pour essayer de comprendre. Vous ferez votre avis. Et en fait, justement, c'est comme ça qu'ils ont montré qu'il y avait plusieurs choses qui rentraient en ligne de compte, et on a du mal à identifier quelque chose en particulier. Voilà. Donc, toujours cette notion de territoire. Je vous ai parlé du choix d'un site de nidification chez les rapaces. Le choix du site, il est aussi fait en fonction des proies disponibles. Donc, ils ont un territoire sur lequel ils estiment qu'ils ont un nombre de proies suffisant pour mener à bien la reproduction. Il faut savoir que la reproduction, c'est beaucoup de temps passé à chasser, à chercher des proies, parce qu'il faut se nourrir soi-même en tant qu'adulte et nourrir les poussins en plus. Donc, c'est l'activité un peu principale et ça demande beaucoup d'énergie, et il faut être capable de ramener pas mal de proies pendant la période de reproduction. Donc il faut un territoire où on va trouver à manger. Voilà. Ce territoire, il y a différentes stratégies. Il y a des oiseaux qui vont l'occuper plus ou moins toute l'année, donc ils vont toujours être plus ou moins dans le même territoire. Par contre, la fonction du nid, c'est que pour la reproduction. Donc à l'automne, on ne retrouve pas un aigle royal dans son nid, c'est pas sa maison. Voilà. Par contre, il va être en général dans le même secteur. Voilà, il est plutôt territorial, puis plutôt d'une présence permanente. Des fois, on a des migrations saisonnières. Ça veut dire qu'on a certains rapaces qui vont avoir tendance à changer de site en hiver, donc souvent aller plus au sud, et au printemps revenir sur le même site de reproduction. Voilà, donc avec une occupation qui est des fois pas annuelle, mais souvent avec toujours cette fidélité au site. Voilà, j'ai mis l'éducation des jeunes en pentécole, c'est l'histoire des thermiques aussi. C'est pas que pour les adultes, c'est que les jeunes, quand ils se jettent, c'est mieux qu'ils finissent pas en bas. Donc c'est mieux si l'aérologie est bonne. Donc c'est aussi pour ça que le choix du territoire et du site de reproduction, c'est un endroit où il y a une bonne aérologie et on a des bons thermiques. Voilà.
je vous ai dit qu'il y avait la construction d'un nid, mais en fait, il y a plusieurs nids qui sont construits à un site qui est favorable. Ça veut dire que souvent, on a des nids, des aires qui sont assez proches les unes des autres, ou des fois, c'est dans un même vallon ou sur le même côté, sur une même face d'une montagne, où il y a plusieurs nids qui sont construits, et ça, c'est en fait les oiseaux qui testent un peu plusieurs endroits pour savoir lesquels sont les bons ou pas. Voilà. Et quand il y a une bonne reproduction sur un site, ils vont avoir tendance à, par exemple, à rester l'année d'après sur le même site. Et puis, si 2 ans après ça ne fonctionne pas, ils vont en tester un autre. Voilà. Et sur le même territoire, donc ils ont plusieurs nids, et ils entretiennent annuellement, notamment les aigles royaux, par exemple, leurs aires quasiment tous les ans. Donc avant la période de parade, souvent, on a ce qu'on appelle la recharge des aires, où ils vont transporter des branchages pour consolider leur nid ou étendre leur nid. Voilà, pour les rendre meilleurs, plus attrayants ou autres. Donc les nids d'aigles royaux, ça peut faire des fois 2 mètres de diamètre, hein, et c'est des tas de branchages énormes. Voilà, donc c'est beaucoup d'énergie aussi passée pour construire le nid. Est-ce que plusieurs couples peuvent vivre par exemple à rapprocher ou c'est très glorieux? Ouais, je vous en parle juste après. Non mais c'est très bien. C'est juste en dessous en plus. Et il y a... En fait, sur un territoire de reproduction, on va retrouver un seul couple. Par contre, sur des territoires, par exemple, sur un massif qui est très abondant en proie pour une espèce en particulier, on peut avoir plusieurs couples de manière très rapprochée. Parce qu'ils vont réussir à avoir une petite surface et trouver le nombre de proies nécessaires sur cette surface-là. Alors ça dépend vraiment de la configuration, mais c'est plusieurs kilomètres carrés en général pour l'aigle royal, un peu moins pour le faucon pèlerin. Je prends ces 2 espèces toujours un peu en témoin parce que c'est un peu différent et je ne peux pas vous parler de toutes les espèces à la fois, quoi. Oui. Les vautours, du coup, ils ont des aires de reproduction, mais étant donné qu'ils prospectent en groupe, ça fonctionne comment? Alors les... Des guerres au niveau des Ouais. aires aussi Oui, les vautours, ils vivent en colonie, donc plutôt en falaise. Et ils ont plusieurs nids en falaise sur des vires, en général. Et effectivement, ils sont en colonie. Donc le fait d'être grégaire, c'est aussi une stratégie pour se défendre des prédateurs. C'est lié à leur façon de chasser, entre guillemets, parce qu'ils partent toujours en groupe. Donc ils sont ce qu'on appelle en colonie, ouais, effectivement. Et je vous ai parlé tout à l'heure du vautour moine, qui lui vole tout seul, en général. Et ben lui fait un nid, en général, en haut des arbres. Et il y a juste un couple. Il n'y a pas une colonie à côté. Voilà. Oui, ce qui est important par rapport aux parapentes, ou même par rapport globalement à des activités qui peuvent avoir lieu en falaise pour les rapaces, c'est que les rapaces commencent à s'installer souvent début de l'hiver, pardon. Donc décembre, janvier sur des sites. Et c'est un moment où on a souvent peu, par exemple, de pratique de l'escalade ou du parapente ou autre. Et c'est des sites qui paraissent tranquilles pour les espèces. Je vous ai expliqué que c'était aussi un critère tout à l'heure. Et en fait, ils ont l'impression d'être tranquilles, puis 3 mois après, pour prendre l'exemple de Saint-Hilaire en Chartreuse, ils se retrouvent avec 150 parapentes qui passent devant chez eux le premier jour où il fait beau au printemps. Et ça, ils ont du mal à l'anticiper, entre guillemets, quoi. C'est compliqué. Voilà, donc ça explique aussi pourquoi des fois on a des interactions comme ça qui peuvent être assez problématiques, où on va dire, les parapentistes vont me dire mais je comprends pas, il y a 100 parapentes qui passent tous les jours ici, pourquoi ils sont là? En fait, ils viennent souvent quand il y a, en tout cas, moins de fréquentation. Voilà. Ce qui peut expliquer qu'on les retrouve sur le même endroit. Voilà, donc pour revenir sur la question, on n'a qu'un seul couple sur un même territoire. Par contre, à proximité, on peut avoir un aigle royal et des grands corbeaux, pas loin, qui vont chercher le même site. Alors ils ont tendance à se chamailler un peu pour que chacun explique ici c'est chez moi et puis tu n'y viens pas, mais ils vont être souvent assez proches. Plus proches en tout cas que si c'était des individus de la même espèce. C'est bon. Donc, petit schéma sur les territoires, pour vous expliquer, pour rendre ça un peu concret. Là, c'est pour vous dire que vous pouvez avoir 2 aires qui sont très proches. Mais en fait, si là, vous avez une crête ou des sommets qui sont très hauts, en fait, ils ne se voient quasiment pas. Et on a très peu de partage des territoires. Donc, on a vraiment ça, le territoire de reproduction, qui est le territoire à proximité de l'aire qui est défendu. C'est là où, si vous passez là-dedans en parapente, vous risquez de vous faire attraper la voile par le rapace. Et le territoire de chasse qui est beaucoup plus grand,
sachant que les territoires de chasse, à la marge, chez la même espèce, peuvent se superposer un peu. Et ça qui n'est pas vraiment le territoire qui est défendu, par contre. Parce que c'est trop grand et ça demande encore une fois trop d'énergie. C'est vraiment le site de reproduction qui, lui, est défendu, parce qu'en fait, les oiseaux défendent le nid, enfin les jeunes, qui sont en fait vulnérables avant d'être adultes. C'est grand comment, du coup, ce territoire de reproduction? Mais du coup, je vous en parle après tout à l'heure. Ça dépend, c'est comme les humains, ça dépend des gens. Il y en a qui tolèrent qu'on passe dans leur jardin et d'autres, s'ils voient quelqu'un à 1 kilomètre, ça les énerve. Donc là, pour le coup, c'est vraiment, ça dépend beaucoup des individus. Je vous donnerai des moyennes un peu sur des distances qui sont des distances de compromis. Mais ça ne veut pas dire que c'est une généralité, c'est une généralité et ça ne veut pas dire que ça fonctionnera tout le temps. C'est que vous avez des oiseaux qui s'installent à côté des dépôts de parapente et ils ont une reproduction qui est à peu près la même que sur d'autres sites. Et puis d'autres qui voient passer 3 parapentes dans l'année et c'est la catastrophe, quoi. Voilà. Bon, après, il y a quand même une tendance générale, mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité tout le temps. Hop. C'est clair pour cette notion de territoire ? Ok. Différentes choses qu'on peut voir en vol justement pour défendre ce territoire. Donc ça en général c'est qu'il faut commencer à être très proche, le vol en feston. Ça veut vraiment dire l'étape d'après je te fonce dessus, en gros. Là vous avez 2 marquages aériens donc, du faucon pèlerin. Donc ça c'est un peu tous les rapaces, entre guillemets. Et ça c'est propre au faucon pèlerin. Je vous ai dit, il ne fonctionne pas trop avec le même système que le chant. Le chant chez les oiseaux, c'est pour défendre un territoire hein, et en même temps dire regardez, je suis là, j'ai un super territoire, je le défends bien, pour attirer par exemple une femelle. Et ça, le vol en 8 et le vol en Z, c'est 2 marquages territoriaux qui en fait ils font des signes en l'air pour expliquer à leurs congénères que là, ils sont. Ça, c'est un marquage qui se fait plutôt assez haut en altitude pour exprimer de manière lointaine, pour les oiseaux qui sont loin, il y a mon territoire, et le vol en 8, c'est plutôt assez proche, voilà, encore une fois, pour exprimer la limite de territoire. Voilà, donc vous les voyez faire quelque chose comme ça veut dire qu'ils sont en train de marquer leur territoire. Donc le 8, ça fait un 8 un peu comme l'infini, hein, et le Z, ça fait vraiment un peu des stries comme ça. Voilà. Quand c'est en limite de territoire, moi je dirais que pas forcément, mais quand il commence à avoir une réponse par exemple de vol en feston, c'est que c'est déjà un peu tard. Quand vous êtes sûr que vous les dérangez, c'est quand ils vous foncent dessus. Voilà. Ça, en général, c'est trop tard. Mais c'est pas très évident de distinguer le feston du Z quand même. Oui, alors le Z et le 8, vous le verrez très peu. Le Z, déjà, c'est très haut en altitude. Donc par rapport à la pratique du parapente, c'est pas forcément déjà la même période et ils vont pas forcément vous attaquer à ce moment-là. C'est vraiment surtout le vol en feston qu'il faut retenir. C'est juste pour vous dire qu'il peut y avoir plusieurs types de vols. Mais le vol en feston, c'est un marqueur vraiment de proximité du site de reproduction. C'est une première alerte. Et puis la deuxième alerte, c'est le vol en piqué. Donc le vol en piqué, ils vont pas forcément tout de suite s'accrocher à votre voile ou à votre bras ou autre. Mais des fois, ça va être aussi une manière de manifester que c'est le moment de faire demi-tour, quoi. Voilà. Et puis après, je vous ai mis un peu différents types d'attaques là chez le faucon pèlerin. Donc il peut attaquer entre guillemets un peu par le dessus en essayant d'agripper la voile et puis attaquer de manière complètement directe, enfin, avec les serres à 90 degrés. Et là, c'est surtout là où c'est vraiment dangereux parce que si c'est vers votre visage, avec les serres, ça peut être assez problématique. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des retours d'expérience d'attaque sur des voiles. Moi, on m'en fait part de pas mal. Vas-y. Non, c'était pas ça, j'avais une question sur le vol en feston. Ça m'est arrivé à sortir, traverser pour aller jusqu'à Washington. Et en fait, j'ai vu sous ça un rapace qui faisait ça devant moi, alors j'avais l'impression que c'est amusé. Bon, de toute façon, moi je traçais, je suis Ouais. Mais le truc, c'est qu'on ne sait jamais de quel côté fuir en fait. Si jamais on voit ça, on voit l'oiseau qui marque son territoire. Alors moi j'allais à droite, Ouais, je comprends. coup de bol, mais si j'allais à gauche, ça se trouve c'était là où il y avait son nid. Et en fait, je ne sais pas s'il y avait un moyen de reconnaître, de savoir quel côté faut se marrer si jamais on a pas envie de les déranger. Alors, par exemple, le faucon pèlerin, il est nicheur en falaise. Donc en général, il faut s'éloigner de la falaise. Ouais. Voilà. Bon, après, si on est dans un cirque, c'est difficile de savoir, il faut essayer de sortir du cirque. Je comprends que ce n'est pas toujours évident, mais il faut essayer de s'éloigner de l'élément naturel qui est l'élément dans lequel il peut nicher.
Si vous te faites attaquer par une buse qui niche qui niche dans les arbres, il faut essayer de vous éloigner du couvert forestier et, si c'est possible, de prendre de l'altitude pour prendre un peu de distance. Voilà. Je ne savais pas si dans sa manière de voler, ils ont indiqué Non. une voie de sortie ou Non, pas forcément. il y a pas de... Non, non. Puis il va pas. Il va essayer de nous pousser vers l'extérieur. Non. Et en fonction de là où il est, vous pouvez être entre la falaise, il peut y avoir la falaise derrière vous et le faucon devant vous, en fait. Et ça veut pas dire que son nid il est derrière, quoi. S'il était ailleurs, à ce moment-là. Oui, juste autre chose sur le. Des fois, on a l'impression qu'on les dérange pas, mais c'est vrai pour toute la faune sauvage. Ça veut dire qu'on a des oiseaux qui vont juste vous regarder, qui vont être posés sur un caillou et qui vous regardent. À ce moment-là, ils vont pas être en train déjà de perdre de l'énergie pour se défendre d'un prédateur qui n'est pas vraiment un prédateur, parce que vous n'êtes pas là a priori pour attaquer leurs œufs. Donc là, quand ils font ça, toutes ces démonstrations, c'est de l'énergie, encore ce que je vous disais tout à l'heure, dans la logique de ne pas perdre de l'énergie pour rien. Et là, ils perdent de l'énergie, entre guillemets, pour rien. Si c'est un oiseau qui n'est pas du tout sociable et qui fait ça toute la journée, il va se crever à la tâche, entre guillemets, et en plus, quand il fait ça, il n'est pas en train de chasser. Donc voilà, là, derrière, on peut avoir un impact même sur la santé d'adultes. Mais des fois, juste en étant en train d'observer, on a le cas, on a des observations qui sont comme ça, où les adultes passent leur journée à observer les différents humains qui passent dans leur territoire, parce qu'il y a plein de pratiques différentes, et en fait, ils sont tellement tout le temps sur le qui-vive qu'ils ne font pas leurs activités principales qu'on a vues tout à l'heure, leurs activités quotidiennes, et du coup, ça peut causer l'échec de la reproduction. Donc des fois, même sans avoir ces comportements, qui sont un peu des comportements extrêmes, en fait, il y a toujours une incidence avec le milieu naturel. Voilà. Alors après, c'est toujours à voir. Comment est-ce qu'on... Enfin, l'idée, c'est pas de s'empêcher d'aller pratiquer, d'aller en montagne, mais d'essayer d'estimer à quel moment on peut avoir le plus d'impact et d'arriver à appréhender un peu cette notion de dérangement et d'impact sur la faune. Voilà, pour essayer de trouver un compromis, quoi. Donc je vous ai mis là quelques rapaces avec les périodes sensibles. Donc les périodes sensibles, c'est les périodes de reproduction. Parce qu'ils vont défendre... Oui, c'est souvent là où vous voulez. Sinon, je ne vous dirais pas que c'est une période sensible. Je ne serais pas là ce soir. Du coup, oui. En général, la période de reproduction, ce que j'expliquais tout à l'heure, ça commence au début de l'hiver, on va dire de janvier à milieu de l'été, à peu près, chez tous les rapaces. Donc, en hiver, ça ne pose pas trop de problèmes. Mais quand on est sur printemps, début de l'été, c'est là où on a le plus d'interaction entre les rapaces et les parapentes. Donc je vous expliquais de la buse, c'est un rapace qui niche au sommet des arbres, qui a un régime qui est éclectique, elle mange plein de proies différentes, elle chasse à l'affût, ce que je vous expliquais tout à l'heure, donc pas forcément en poursuite des proies. Et je vous l'ai mise là, pas parce que c'est forcément le rapace qui a le plus mauvais statut de conservation, sur lequel il y a le plus gros enjeu, qui c'est pas l'espèce la plus menacée, mais c'est une des plus agressives. Donc c'est potentiellement celle que vous pouvez croiser. À Lens, il y avait quelqu'un de Lens tout à l'heure. À Lens, ils ont fait une carte, le club de Lens en l'air. Tous les pilotes qui se faisaient attaquer par la buse, ils disaient je me suis fait attaquer là, puis ils ont fait une patate comme ça, au-dessus de la forêt, en disant bah en fait elle nous attaque quand on est dans cette patate là. Et comme ça, ils ont essayé de dévier de cette zone-là pour éviter de se faire attaquer. Et en fait, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, un peu du territoire de reproduction de la buse. Voilà. Le circaète, donc, qui est migrateur, qui lui aussi construit des aires assez importantes, donc des gros nids, souvent au-dessus des arbres, souvent sur des pins et en forêt. Très souvent sur des pentes bien exposées qui prennent la chaleur, donc plutôt est, sud-est, dans nos massifs, parce qu'il y a une bonne aérologie, et c'est là aussi où on trouve des reptiles, puisque les reptiles ils sont plutôt dans les endroits ensoleillés, avec des climats, on va dire, entre guillemets, plutôt chauds. Voilà, donc elle est migratrice, elle revient en général en mars, et elle repart en septembre. Voilà. Et là, c'est un peu plus détaillé sur le cycle de reproduction, avec la période de parade
de ponte, la couvaison, ce qu'on appelle l'élevage des jeunes et l'envol. Alors, les parades, c'est pas forcément le moment où, si vous les dérangez dans leur parade, c'est pas très grave. Par contre, c'est le moment où ils vont choisir leur site de reproduction. Et ce que je vous expliquais tout à l'heure, il y a le choix d'un site de reproduction par défaut, ça peut avoir un impact derrière sur la qualité de la reproduction. Donc c'est pour ça qu'on le met dans la période sensible. La période de la ponte, c'est la défense des œufs, et puis de maintenir la bonne thermie de l'œuf, notamment pour pas qu'il brûle ou qu'il gèle, quoi. Derrière, toute la période de couvaison, l'élevage des jeunes, où là, en même temps, c'est un moment où il y a besoin d'amener beaucoup de proies, de pouvoir faire en sorte que les oiseaux et les poussins aient une croissance qui soit adaptée, notamment parce qu'il faut qu'en septembre, ils volent et qu'ils repartent en migration. On a eu le cas en Isère, à Saint-Hilaire. Je vous montrerai tout à l'heure les sites de reproduction des circaètes. Tous ces circaètes, on estime que ça fait plus de 100 ans qu'ils sont là. Ça fait depuis 85 à peu près que Saint-Hilaire, ça commence à être un gros spot de parapente. Ils sont là tout le temps, tous les ans, ils reviennent sur le même site. Et il y a une année, on faisait le suivi du site, et en fait, à la Coupe Icare, donc 3e semaine de septembre, le jeune n'était pas encore capable de voler, sachant qu'ils sont censés migrer en septembre. Donc il y a plein de raisons potentielles à ça. Je ne vous dis pas que c'est à cause du parapente, puisque je suis incapable de vous le dire. C'est encore une année où il y avait un mauvais printemps. Donc un mauvais printemps chez les circaètes, ça peut avoir, comme chez beaucoup de rapaces, ça peut avoir un impact important sur le jeune, et peut-être que c'était une ponte de remplacement. Ça veut dire que le premier jeune est mort rapidement, et que derrière, le couple a refait un œuf, et que c'est un jeune qui est né plus tard, donc ça explique aussi qu'il n'était pas capable de voler en septembre, mais ça peut être lié aussi au fait qu'il y a eu tellement de parapentes qui sont passés que les seuls jours de beau temps qu'il y a eu au printemps, tout le monde était dehors, du coup c'était compliqué pour les adultes de nourrir, et surtout d'aller sur le nid pour donner les proies, et du coup, le jeune a eu un retard dans son développement. Donc il n'est pas mort directement, mais par contre, sa croissance, elle a été ralentie. Voilà. Mais je suis incapable de vous dire c'est ça ou ça. Mais j'ai toujours des impacts indirects, c'est qu'on ne pense pas mal faire, vraiment pas, mais en fait, il y a toujours une conséquence. Ils peuvent complètement abandonner un nid justement parce qu'ils sont vraiment trop en danger. Ouais, c'est possible. En fonction justement de leur humeur. Il y en a qui vont tolérer et qui vont pas partir du nid, mais il y a des individus qui sont très peu tolérants et qui peuvent quitter le site, qui peuvent commencer la reproduction à un endroit et quitter le site, notamment du fait du dérangement. Ouais. Même s'il y a déjà un jeune qui est né ou... Oui, ça peut arriver. Ouais. Donc pareil chez le faucon pèlerin, en gros de février à fin juin, pour les périodes de reproduction. Il niche en falaise, lui il fait pas de nid, il gratte un peu le sol, il fait une petite cuvette sur une espèce de petite vire et il fait un petit trou dans le sol avec pareil ce système de parade et puis toujours le même découpage, parage, ponte et couvaison, élevage des jeunes et en vol, mais le cycle de reproduction est un peu plus rapide. En général, quand les oiseaux sont un peu plus petits, les cycles de reproduction sont un peu plus rapides. Plus l'oiseau est grand et imposant, plus son développement est long. Donc plus le cycle de reproduction est long. Voilà. Donc en falaise, l'aigle royal qui lui, on peut le retrouver en falaise, mais aussi à la cime des arbres, avec la même stratégie que le circaète, de construire un nid à la cime des arbres, un gros nid. Voilà, donc c'est dans les deux configurations possibles. Avec, donc je vous l'ai dit, il est un peu plus gros, donc là de janvier à août, avec toujours un peu le même déroulement, sachant que là, chez tous les rapaces, en fait, la période la plus sensible, c'est la période où tout le monde recommence à voler. C'est le moment de la ponte et de la couvaison. Ces périodes-là, elles sont sensibles, mais moi je dirais qu'elles sont un peu moins sensibles. La sensibilité est un peu plus faible. Mais en fait, le cœur, c'est vraiment là, par exemple, on va dire de mi-mars à mi-juin chez l'aigle royal. Et ça correspond souvent au pic de pratique. Et encore une fois, là, quand il pleut, ils ne peuvent pas nourrir, ils ne font rien de la journée. Et puis s'il se trouve qu'il fait beau un week-end, et qu'ils ont les 150 parapentes qui passent devant chez eux sur ce week-end-là, et ben ça peut avoir un impact assez important. Voilà, vous avez l'impression de mal faire. On va essayer de parler un peu de la cohabitation. Là, j'ai essayé de vous donner quelques éléments un peu techniques pour que vous compreniez pourquoi ça peut avoir un impact sur l'espèce. Et puis là,
on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc sur ce que j'ai déjà abordé, c'est le dérangement, c'est toute action qui va porter atteinte notamment à la reproduction de l'espèce et qui derrière peut porter atteinte à la survie et à la dynamique de l'espèce. Donc il y a du dérangement anthropique, après il y a du dérangement naturel. Un prédateur qui essaye d'attraper une proie, la proie elle va fuir, c'est une réponse anti-prédation, en soi c'est un dérangement, mais c'est un dérangement naturel. Voilà. Et nous, en tant qu'humains, on va générer un peu la même réponse comportementale, mais le problème, c'est le fait déjà de le faire, entre guillemets, pour rien, pour la survie de l'espèce, parce qu'elle n'aurait pas besoin de le faire, et de le faire de manière répétée et des fois très fréquente sur certains sites. Donc ce qu'on donne comme territoire de reproduction, en général, pour les rapaces, c'est entre 250 et 300 mètres autour de l'aire, sachant que ça peut être vraiment différent en fonction des individus, encore une fois. Et c'est ça qu'on appelle une bulle de quiétude minimale. Donc c'est ce qu'on essaye de transmettre aux parapentistes en disant c'est ces zones-là qu'il faut essayer d'éviter. Donc sachant que c'est vraiment le minimum qu'on a pris, et c'est une logique de compromis aussi, c'est que chez l'aigle royal, en fonction des études, ça va entre 250 et 1500 mètres autour de l'aire. Vous imaginez que si on met 1500 mètres autour de rayons, autour de l'aire, ça commence à faire un peu gros. En Isère, il y a 54 couples d'aigles royaux. Donc vous imaginez la surface que ça peut représenter. Donc c'est une logique de se dire, l'objectif c'est vraiment pas d'interdire la pratique, c'est juste de proposer un partage de l'espace en essayant de rester quand même sur quelque chose qui est cohérent par rapport à l'espèce, mais en prenant entre guillemets le minimum. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette zone minimum, par contre, toute intrusion, ça va vraiment être considéré comme une menace. C'est vraiment un peu le cœur du site de reproduction et c'est vraiment l'espace qu'il faut préserver. Mais ces bulles-là de quiétude, c'est que pendant la période de reproduction. Ça veut dire que c'est que pendant les quelques périodes que je vous ai données tout à l'heure. Ça veut dire qu'en général, à l'été ou à l'automne, vous êtes tranquille, quoi. Il n'y a aucun risque avec les rapaces ou autres. C'est vraiment sur l'hiver, le printemps et le début de l'été. Donc une bulle de quiétude, c'est les informations qu'on essaye de transmettre aux parapentistes. Donc ça veut dire que le nid est occupé, c'est pas forcément tous les ans, pendant la période de sensibilité, avec cette distance au moins de 150 mètres, toujours en essayant d'avoir une proposition de restriction qui soit la plus juste possible. Ça veut dire que si on a, je ne sais pas, une énorme falaise de 400 mètres, qu'il y a un nid d'aigle royal au milieu, on va prendre qu'un demi-cercle, on ne va pas prendre une bulle complètement. Ça veut dire qu'on ne va pas empêcher... Pardon. Je crois qu'il y a une sélection automatique. Voilà. Bonne nuit, merci. On va passer sur le partage. Sur... Ok. C'est normal? C'est logique? Ok. Vous avez des questions? On en profite. Les rapaces, oui, une bonne partie, ouais. En partie, on Ouais. les voit parce qu'ils nichent en falaise. Et en réalité, on passe en falaise, mais soit au-dessus, soit en dessous, ça dépend de l'aérologie. Oui, je Alors, sais. est-ce que, parce que 250 mètres, on passe devant chez eux systématiquement. 250 mètres, c'est énorme. Ça dépend des configurations. Après, pour le coup, 250 mètres, c'est vraiment une distance minimale pour l'espèce. Alors, il y a des études scientifiques derrière, mais il y a aussi beaucoup de retours de terrain où, en fait, il y a des bénévoles chez nous qui observent le comportement des oiseaux et qui disent à telle heure, il y a un grimpeur qui est passé à telle distance, il est parti pendant tant de temps du site. Et comme ça, en collectant les informations, ça nous permet, nous, d'essayer d'évaluer ce dérangement-là. Et vraiment, ce qui ressort, c'est que... Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est 300 mètres. C'est que quand on approche à 300 mètres, il y a vraiment une interaction avec l'oiseau. Si c'est une fois dans la journée, une personne, moi j'aurais tendance à dire que c'est pas grave. Parce que c'est aussi quelque chose qui est entre guillemets un peu naturel. Par contre, il y a certains sites et sur certaines espèces où ça peut avoir un impact assez fort. Je vous ai parlé tout à l'heure des vautours, des gypaètes. Il y a moins d'une dizaine de sites de nidification dans les Alpes. C'est pour ça qu'il y a une attention très particulière sur ces sites-là. Parce qu'on a très peu de couples, enfin très peu d'individus qui font qu'un seul œuf aussi chaque année, qu'on a du mal à vraiment réintroduire, à stabiliser les populations. Et du coup, il y a
une histoire de graduation aussi dans le dérangement. Ça veut dire que si c'est une buse, il faut peut-être avoir en tête, je ne devrais pas dire ça, que c'est moins grave que si c'est un gypaète. Enfin, moi j'ai l'impression, en volant depuis des années, que les oiseaux se sont habitués à nous. Je n'ai plus l'impression qu'ils ont une attitude agressive envers nous. J'ai plutôt l'impression qu'on vole, on les voit, des fois ils sont avec nous, ils s'en foutent de nous. Je veux dire, on les importune peu, alors, sauf si véritablement ils sont en période de nidification et que là on passe devant le nid. Là bien sûr on peut être vraiment identifié comme quelque chose de dangereux. Mais maintenant, enfin, je veux dire, ils sont d'habitude de nous voir. Et j'ai l'impression qu'ils sont là, on passe dans le thermique, ils arrivent, boum, pof, puis ils s'en vont, et puis c'est tout. Les aigles, c'est pareil. Moi, je vois sur Annecy, on voit les aigles. Je veux dire, ils s'en foutent de nous. Maintenant, c'est terminé. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y ait une vraie peur de nous. J'ai l'impression qu'ils se sont habitués. Les bus, ils sont au bord de l'autoroute. Je veux dire, est-ce qu'ils ont peur des véhicules maintenant? J'ai bien peur que non, parce qu'elles se font vraiment buter bien souvent. Elles se sont habituées, j'ai l'impression, à cette faune qui est la nôtre. Alors il y a deux choses sur les autoroutes, c'est quand il y a des infrastructures linéaires, c'est vrai que les animaux s'habituent à ça, que ce soit même un sentier, une route ou autre. Ils savent que les gens passent, les humains passent à cet endroit-là, et tout ce qui reste sur le linéaire, en général, c'est pas considéré comme une menace. C'est le cas. Par contre, souvent, merci. Souvent, la clé est en dessous. Souvent, ce qui se passe, c'est que il y a une étude qui est très intéressante. On va changer un peu de sujet, mais sur le chamois, qui montre que les chamois, en moyenne, ils s'empêchent d'aller à une distance de 200 mètres des sentiers. C'est à peu près la distance moyenne des chamois. Donc ça veut dire qu'il y a un sentier, ils savent, vraiment, il y a une histoire de comportementale d'horaire. C'est qu'entre 8h et 17h, il y a des randonneurs qui passent sur le sentier. Donc entre 8h et 17h, ils sont à une distance qui est au moins de 200 mètres et plus en fonction du pic d'activité des randonnées dans la journée. Donc on pourrait dire c'est pas grave, la nuit ils reviennent. Mais des fois il y a des ressources alimentaires qui sont hyper importantes au bord de ces sentiers-là. Les chamois ils adorent les pelouses assez sclériques et une graminée par exemple. Et du coup ils vont être aussi privés de cette ressource en nourriture-là. Voilà. Donc ça, c'était juste pour revenir sur les infrastructures linéaires. Et effectivement, une voiture n'est pas forcément considérée comme un prédateur par une buse, comme un randonneur. C'est pas forcément le cas, même s'il y a des cas d'attaque de bus de rapaces même sur des randonneurs. Après, sur le fait de s'habituer, moi je pense qu'effectivement, il y a des oiseaux qui s'habituent. Il y a des oiseaux qui sont sociaux, mais il y en a qui ne s'habituent pas non plus. Et il y a encore... Vous avez peut-être entendu l'histoire de cette attaque d'aigle sur un parapentiste en Suisse, où l'aigle a voulu attaquer l'œil et il a mis son bras et la cerf lui a transpercé le bras. Et en fait, on a encore des rapaces des individus qui, eux, sont assez insensibles. Comme nous, on n'est pas capable de vous dire merci. Lequel est gentil, lequel n'est pas gentil. C'est pour ça que là, on met en place ces espèces de mesures de précaution. Et c'est aussi pour ça qu'on n'est pas sur quelque chose de réglementaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de vous dire c'est interdit, vous n'y allez pas. C'est disant voilà, l'objectif c'est vous êtes pratiquant de la nature, vous aimez la nature, et ben nous on essaie de vous transmettre les connaissances qu'on a en disant si vous pouvez au moins essayer d'éviter cette zone, c'est positif. Je vous parlais de Saint-Hilaire tout à l'heure, des circaètes. Les circaètes, ils sont dans le vallon, je ne sais pas si vous connaissez, entre Labin et la Terrasse, juste au nord de Saint-Hilaire. Je ne suis pas allé voir les gens à Saint-Hilaire en disant non, vous ne décollez plus de Saint-Hilaire entre mars et septembre. Ça poserait peut-être un problème. Par contre, on a mis en place la zone, on l'a testé ensemble en disant plutôt qu'aller enrouler le thermique qui des fois se déplace au-dessus du vallon, on essaye juste de traverser directement le vallon sans passer trop de temps au-dessus de l'air. Voilà. Et c'est toujours essayer après de voir comment on peut adapter aussi sa pratique pour essayer de passer le moins de temps possible à cet endroit-là. Voilà, en fonction de la configuration du site, ça peut varier. Mais on ne peut pas être sûr que ça fait rien aux oiseaux d'être là. Et des fois, les oiseaux, ils viennent enrouler les thermiques avec nous, mais avec vous, juste dans une logique de surveillance. Juste pour venir voir ce qui se passe et ce que c'est que cet oiseau qui a une voile de 7 mètres qui est en train de venir sur le territoire. Voilà.
Donc après, je comprends tout à fait, c'est quelque chose qu'on me dit souvent, ce sentiment-là de ne pas avoir d'impact. Et je pense que c'est vrai certaines fois, mais ça l'est pas tout le temps. Et du coup, c'est pour ça qu'on insiste là-dessus, pour essayer de transmettre les connaissances. Vraiment, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de transmettre les connaissances, que vous ayez conscience de l'impact que ça peut avoir, sans que vous culpabilisiez en disant je vais arrêter le parapente demain parce que je fais du mal au rapace. Mais en même temps, là, vous verrez, donner des solutions pour essayer de limiter cet impact-là. Le gros risque pour vous, c'est de nous dire, par exemple, il niche là, alors le gros risque, c'est de dire, si on sait qu'il niche là, on peut dire, on se dévie, ou alors on va aller voir parce qu'ils sont là. C'est ça le gros risque, c'est un peu compliqué. Ouais, il y a 7-8 ans de recul sur ce genre de... Sur ce genre de démarche, on a une petite dizaine d'années de recul, il n'y a aucune constatation de comportement dans ce genre-là. En fait, quand on l'explique bien, on essaie toujours de travailler avec les clubs, avec les fédés ou autres. Hein ? Il y a des gens qui passent qui, des fois, peut-être doivent essayer de regarder, mais on essaie toujours d'accompagner ça de pédagogie, et c'est un vrai risque, hein, je suis d'accord, mais on n'a pas constaté qu'il y a plus de parapente dans une zone parce qu'on avait dit qu'il y avait de l'aigle, qu'il y a des gens qui étaient venus là que pour ça. C'est pas le cas. Aujourd'hui, je vous en parle, des aigles. Demain, vous voyez une bulle de quiétude, peut-être que vous lèverez la tête, mais une fois que vous êtes en vol, vous avez d'autres considérations que d'essayer de trouver le nid de l'aigle. Voilà. Donc, en tout cas, et puis c'est aussi une marque de confiance, c'est de se dire, on vous explique, on vous transmet les connaissances aussi, celles qu'on a. C'est des milliers d'heures de bénévolat hein, derrière. Pour que vous puissiez le prendre en compte, sans obligation derrière, sans réglementaire, mais c'est aussi une démarche d'ouverture, et en se disant, en fait, on va essayer de se faire confiance, on aime la nature aussi, on a au moins ça en commun, du coup, on fait ce pari-là. Après, si jamais on se rend compte que ça a un impact négatif, on changera peut-être notre fusil d'épaule, entre guillemets. Sachant que sur ces espèces-là, on peut aller sur quelque chose de vraiment réglementaire, parce que le dérangement des espèces protégées, il est interdit par la loi. Donc ce que je vous explique là, l'action de dérangement, si on arrive à la prouver, ça veut dire qu'il y a un parapente qui est passé, l'aigle il est parti 1 heure, machin, entre telle heure et telle heure, c'est quelque chose, entre guillemets, la législation est avec nous. Mais c'est pas le choix qu'on fait non plus, parce que ça n'a pas forcément de sens. Voilà. Mais moi j'aimerais bien que... Enfin, c'est mon souhait, je suis aussi pratiquant de sport en montagne, c'est qu'on soit plus sur une logique d'autorégulation plutôt que de passer sur l'interdiction. Et je pense que tout le monde a envie d'aller dans ce sens-là. Est-ce que vous avez un suivi justement sur plusieurs années de ce que les populations augmentent? Les populations de rapaces, elles ont plutôt tendance à augmenter, pour plein de raisons, notamment parce qu'elles étaient très basses avant. Et du coup, la dynamique, elle est plutôt positive. Après, ce qui est intéressant pour nous comme outil par rapport au site de pratique sportive, hein, pas que le parapente, c'est qu'on a des indices de reproduction pour un site de reproduction. Ça veut dire qu'il y a 0,5 jeunes à l'envol en moyenne sur site. Donc ça veut dire que tous les ans, en moyenne, il y a, en gros tous les 2 ans, il y a un jeune qui arrive au bout de la période de reproduction. Il y a 0,5 sur ce site-là, et à l'échelle du département, on est à 0,7. Donc on peut estimer que le facteur, par exemple parapente, est un des facteurs qui peut baisser ce chiffre de la reproduction. Voilà, donc c'est plutôt là-dessus qu'on essaie d'avoir de l'info. Ces zones de nidification, par exemple Saint-Hilaire, là c'est très bien, on a la carte, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'importe quel touriste qui va sur le site, est-ce que c'est répertorié sur le panneau FFM? Ouais. On voit les oiseaux qui sont présents sur le site, ça c'est bien expliqué, mais est-ce qu'il y a vraiment ces zones-là? Parce que c'est vrai que moi je ne la connaissais pas, cette zone au nord de Saint-Hilaire, alors c'est vrai que la plupart du temps on essaie de passer par la bande. Ouais. Dans cette zone-là, mais je me dis que c'est peut-être pas bête de situer, j'allais dire, aux yeux de tout le monde. Je parle juste après. Mais oui, c'est une bonne remarque. Mais du coup, ça marche pas. Je comprends pas parce que... Non, mais je crois que c'est... La télécommande fonctionne encore?
C'est bon? Ok. Du coup, ça, je vous ai parlé un peu du principe de la bulle de quiétude. Rapidement, là, c'est la liste des conséquences du dérangement. Donc, ce que je vous expliquais tout à l'heure sur la parade et la ponte, donc le choix d'un site par défaut et l'abandon du site de reproduction, notamment à cette période-là. Pendant la couvaison, donc, ce qui vient après la ponte, hein, la fuite de la femelle, l'abandon du nid et des œufs, la prédation sur les œufs par exemple un grand corbeau et la mauvaise thermie de l'œuf. Et après, en période plus d'élevage des jeunes, la sous-alimentation donc de la femelle, hein, qui a un rôle important aussi, ou des jeunes, la chute des poussins avant l'envol. Quand les poussins ils commencent à bouger un peu, à être plus dynamiques, ils sont un peu plus mobiles, puis ils testent un peu leurs limites, ils apprennent un peu à se déplacer. Et ben à ce moment-là, s'ils sont surpris, ils peuvent tomber du nid avant de savoir voler. C'est le cas aussi, c'est pour ça que je vous l'ai montré tout à l'heure, beaucoup chez les bouquetins et les chamois, notamment quand il y a les jeunes. Les jeunes, ils sont très malhabiles. Et en fait, un des prédateurs principaux, notamment chez le bouquetin, qui n'a pas vraiment de prédateur, à part l'aigle royal chez les jeunes. Et du coup, il est toujours en alerte sur ce qui vient des airs. Et pour peu que les bouquetins ils soient tranquillement dans une falaise et que d'un coup, on surgisse d'un endroit où on n'est pas du tout visible, où ils n'ont pas du tout le temps d'anticiper, ils vont fuir, parce que ils vont dire c'est un aigle royal, comportement naturel, on fuit, et les jeunes qui peuvent mal se déplacer, à ce moment-là, ils peuvent tomber. C'est des observations qu'on a pu faire, hein. Ils peuvent tomber et mourir de manière accidentelle. Voilà. Donc ça c'est pourquoi vous faites mal. Voilà. Autre chose, on n'y pense pas souvent, mais les voiles qui restent branchées, des fois, y a des oiseaux qui se prennent dedans, mais c'est le cas pour les lignes électriques, pour toutes les collisions ou autres. Donc ça, c'est une chouette hulotte, c'est un rapace nocturne forestier qui est pris dans une voile. Pardon ? Voilà, donc ça, c'est ce que je vais vous expliquer sur le fait que les individus sont différents et que le mieux, quand c'est possible, quand on est en sécurité, ça passe toujours après la sécurité, hein, évidemment. Je ne vais pas vous demander d'aller vous tuer dans une falaise parce que vous avez vu un oiseau. C'est de s'éloigner de la zone pour essayer de limiter les interactions. Ouais. Je voulais poser une question, c'est pour mesurer, je ne sais pas, soit le dérangement, soit les déplacements des différentes espèces. Est-ce que vous les badgez avec, je sais pas, une GPS ou quelque chose comme ça, ou c'est de la pure observation? C'est que de l'observation quasiment. Il commence à y avoir des programmes de balisage GPS parce que aussi les dispositifs GPS évoluent. Ça veut dire qu'ils sont moins lourds et souvent on considère que mettre une balise GPS sur un oiseau c'est un handicap parce qu'il va avoir un poids en plus à porter. Et là, les GPS, la technologie évolue. Après, c'est surtout de l'observation au sol sur les bénévoles principalement qui font du suivi des nids et qui recensent ces interactions-là. Je ne les ai pas amenés, mais j'ai des rapports qui datent justement de 85 sur Saint-Hilaire et sur le faucon pèlerin, ou 85, 86 et autres, où il y a toute l'année d'observation. C'est tous les 2 jours, il a fait ça, il a ramené telle proie, mais forcément c'est que du bénévolat. Et c'est une autre passion de la nature, mais c'est des gens qui passent énormément de temps aussi. C'est des observations au sol avec des jumelles? Oui, la plupart du temps. Ouais. Bon, après, je connais des référents rapaces entre guillemets à la LPO qui sont mis au parapente. Parce qu'ils trouvaient que c'était aussi une bonne manière d'observer les oiseaux. Et par rapport à une falaise, les oiseaux ils nichent en haut de falaise, en milieu de falaise, Ah oui. En fonction de ce qu'ils trouvent comme Oui. creux pour pouvoir se... Ça va dépendre du site, mais un truc qu'il faut comprendre, c'est que souvent, par exemple notamment chez le royal qui va plutôt être un prédateur des marmottes, il va avoir tendance à être en dessous du plateau d'alpage où il va attraper les marmottes. Parce qu'il préfère monter à vide et descendre à plein. Parce que si à chaque fois il devait remonter sur son site de nidification avec la marmotte dans les serres, ça lui coûterait une énergie de fou. Donc souvent ils ne sont pas très hauts en altitude. En fait, ils ont plutôt tendance à être plutôt bas. Alors schématiquement, l'aigle royal est un peu plus haut que le faucon pèlerin, mais des fois c'est pas le cas. Ils sont un peu dans les mêmes espaces, mais jamais très haut en altitude, puisqu'il faut qu'ils aient de la ressource alimentaire au-dessus en général. Donc ils ont plutôt tendance à nicher bas sur une falaise plutôt Ouais. qu'au sommet d'une falaise. Oui, Donc ils les dérangent quand même un peu moins, puisqu'on a tendance à voler. ça, tout dépend des sites. Vraiment, tout dépend des sites. On a un cas dans le Vercors où on a un couple d'ailes qui nichait en haut d'une falaise et on estime que c'est vers le Moucherotte. Je ne sais pas si vous connaissez, donc il y a beaucoup de passages en parapente, notamment de cross depuis la Chartreuse. Ils sont descendus en dessous, dans des falaises plus proches, et en descendant, plus basses, ils ont niché plus bas, à un endroit où il n'y avait quasiment pas de parapente. Donc on suppose que c'est pour ça, après je ne suis pas sûr.
Mais sauf qu'en faisant ça, ils ont délogé un couple de faucons pèlerins qui est remonté au-dessus. Voilà, bon, donc c'est pas toujours très net, quoi. Donc quelques outils aussi qui sont mis en place qui vous permettent d'appréhender mieux cette notion-là. On en a parlé, donc ça c'est la Chartreuse principalement. Il y a des panneaux avec... là vous avez les zones, sur ça c'est Saint-Hilaire. C'est peut-être à Limbin, je crois que c'est à latéraux à Limbin. Vous avez les zones là et les quelques rapaces, et puis vous avez des panneaux, des décos qui ont été faits pour éviter les décos un peu sauvages de delta, pour être des endroits où ça dérange moins. Il y a aussi une stratégie sur de l'aménagement, pour un peu, entre guillemets, inciter les gens à aller à un endroit plutôt qu'un autre. Donc voilà, ça c'est des choses que vous pouvez retrouver sur site. Après, souvent on dit que c'est 10% des gens qui lisent les panneaux, donc il faut qu'on essaie de trouver d'autres solutions. Donc vous avez, bon il n'y a plus ça, mais c'est pas grave, les cartes vol libre là, que vous avez ici. Donc bon, moi comme je suis basé à Grenoble, vous avez surtout là le Vercors et la... C'est bon ? Je vous montre un peu, parce que c'est un peu flou là-dessus. Vous avez, du coup, je vais vous montrer Saint-Hilaire. Vous voyez ou pas? En jaune, c'est le circaète, là. Et vous avez le faucon pèlerin, là. Voilà, donc là, les zones qui sont là. Donc vous avez ces cartes-là, avec vous voyez, les latéraux de Limbin et les décollages. Sur cette carte-là, il n'y a pas les vols montagne. Par contre, sur la carte du Vercors, vous l'avez. Voilà. Et vous avez... là, les espèces avec les périodes de sensibilité aussi. Parce que là, c'est quelque chose qui n'est pas dynamique, savoir qu'à telle ou telle période, il y a un dérangement potentiel ou pas. Voilà, vous avez des petits rappels sur les comportements. Et puis derrière, vous avez des infos sur les décos, les athéros, je crois qu'il y a des contacts de clubs et autres. Voilà, c'est plutôt pas mal fait. Donc, ça existe aussi pour les Bauges. Il y en a une pour Beldon qu'on a faite, on est en train d'en préparer une pour Loisan et les écrins. Voilà. Donc ça c'est un autre outil. Ça, donc c'est la même chose dans les Bauges. Donc j'ai surtout fait un focus Chartreuse et Bauges. C'est ce qu'on avait vu avec Simon sur c'était les sites qui étaient peut-être un des plus fréquentés, où vous avez des explications de toutes les bulles de quiétude avec les sites de reproduction détaillés, des fiches que vous pouvez trouver sur le site du PNR des Bauges, des panneaux. Vous avez aussi les fichiers OpenAir pour les zones dans les Bauges et pour le JP de Barbu en Haute-Savoie. Donc comme ça vous permet de biper, parce que le problème qu'on a, c'est que les zones matérialisées sur une carte, j'ai jamais vu un parapentiste ouvrir sa carte en vol pour dire où est-ce que je suis, surtout que c'est pas des cartes IGN ni rien. Justement, maintenant il existe des GPS où tout est référencé, ce qui est CPR et compagnie. Ouais. Pourquoi On travaille dessus. Donc il y a eu un premier travail qui est fait donc, avec la FFVL, là dans les Bauges et en Haute-Savoie. Nous, on l'a testé aussi en Isère sur plusieurs zones et on va le généraliser là cette année pour que ce soit plus simple. Il y avait une question là-haut. Je sais pas qui. Oui. Oui, c'est pour compléter un peu ça. Est-ce que vous avez un fichier avec les coordonnées de chaque lieu protégé? Du coup, il n'y a que pour ces zones-là et on est en train de travailler au fichier général cette année. Voilà, parce qu'en fait, l'OpenAir, c'est un format qui est vraiment utilisé pour le parapente, qui est un format texte, donc dans lequel il n'y a pas vraiment de biblio pour faire de l'export automatique de nos zones. Et du coup, on va développer un outil qui permet de faire l'export automatique de fichiers, par exemple Shape, en OpenAir, qui nous permettra de vous donner toutes nos zones en OpenAir pour les mettre dans les GPS. Voilà, c'est une petite routine à mettre en place, mais là-dessus, nous, on ne peut pas mettre de bénévoles, c'est pas notre spécialité. C'est juste un cercle. Le point GPS avec le rayon. Oui, et puis nous, on donne l'altitude aussi. Je vous le montre juste après. Sachant que, bon, là, la carte des Bauges, sur le même principe. La démarche BiodivSport, c'est un peu la démarche que je vous ai présentée aujourd'hui. L'objectif, c'est dans l'information des pratiquants et d'essayer de développer le plus d'outils possible pour transmettre l'information aux pratiquants. Et ça, je vais insister beaucoup là-dessus, mais c'est vraiment une démarche nouvelle pour le monde naturaliste, c'est qu'avant, on cachait les données, de peur qu'il y ait des nuisances. Et ça, c'est très récent, et il faut vraiment le voir comme
une ouverture et une confiance dans les pratiquants de sport de nature. Et en interne, c'est encore un débat qui est très compliqué entre naturalistes. Donc c'est vraiment une confiance, et si ça se passe bien, on pourra en interne pousser pour ça. Si ça se passe mal, ça risque de vite changer un peu de paradigme. Voilà. Mais j'insiste beaucoup là-dessus. L'objectif, c'est pas d'aller sur du réglementaire alors qu'on pourrait, et de favoriser vraiment l'autorégulation. Donc on a essayé de développer pas mal d'outils pour ça. L'objectif du projet, c'est de recenser toutes ces zones de sensibilité, toutes ces bulles de quiétude. C'est pas que pour le parapente, c'est vrai pour le ski de rando, l'escalade, la randonnée ou autre. Et donc vous avez un widget là qui est un outil qui permet de consulter la base de données BiodiveSport, qui est une base de données en ligne qui vous permet de choisir par exemple la période à laquelle vous allez voler, la pratique aérienne pour le parapente, et d'avoir toutes les zones sur, par exemple, les Bauges ou la Chartreuse. Vous choisissez les coordonnées GPS sur lesquelles vous allez voler. Et là, il y a une transmission de l'information assez importante, c'est quasiment exhaustif sur certaines zones. Et du coup, cette année, on travaille à la mise à disposition de ces zones sur le site de l'EFFVL, le site où vous avez les athéros et les décos, et l'export de toutes les zones qu'on a en open air. Donc ça, c'est vraiment un projet dirigé vers le vol libre, parce que c'est qu'un format qui est utilisé dans le vol libre. Voilà, dans le cadre d'une démarche qui s'appelle Act for the Outdoors, qui est mise en place par Outdoor Sport Valley. Voilà, en gros. Et pour vous montrer à quoi ça ressemble, ça c'est un extrait du widget dont je vous parlais. Donc c'est un extrait de la base de données BiodiveSport qui est renseigné par les gestionnaires d'espace, donc les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux, la LPO, enfin ceux qui ont aussi de la connaissance naturaliste. Donc ça c'est une copie du site des Bauges. Vous avez l'URL là au-dessus, où vous retrouvez toutes les zones de sensibilité pour les Bauges. Les Bauges, je pense, c'est le territoire qui est le plus avancé sur ce type de démarche. Donc, toutes les zones que vous avez là, et c'est le cas pour toute la base de données, toutes les zones qui sont vertes, c'est des zones qui sont faites en concertation avec les pratiquants de sport de nature. C'est-à-dire que ce n'est pas de la donnée brute, c'est-à-dire que c'est de la donnée qui a été travaillée localement avec des clubs, avec des pratiquants, pour dire est-ce que c'est pertinent de mettre une zone ici, comment est-ce qu'on peut la mettre, quel volume on peut lui donner. Il y a un gros travail derrière, et ce n'est pas de la donnée naturaliste brute qui est balancée comme ça. Et donc sur le site, vous avez la carte de toutes les zones, et quand vous cliquez sur une zone, ça vous dit quelle espèce c'est, et puis ça vous donne de l'info. Quand est-ce qu'elle a été mise à jour aussi, on essaie de les mettre à jour tous les ans, mais c'est pas forcément possible. Et puis des fois ça ne change pas d'une année sur l'autre. Les points verts, c'est les zones sensibles. Tous les petits points verts, c'est les zones sensibles. Les zones sensibles. Ouais, c'est ça. Et vous avez des fois des zones bleues là, qui sont les zones réglementaires, mais donc là vous en avez, je crois, un peu sur le lac, là, sur la pratique rien à voir de kayak. Mais vous voyez que c'est pas l'objectif, c'est pas trop de communiquer sur du réglementaire, ça peut être sur du partage de l'espace. Voilà. Bon alors, ça peut être très contraignant dans les Bauges sur certains itinéraires, mais ça représente une petite surface par rapport au massif quand même. C'est surtout la réserve. Ouais, donc là il n'y a pas la réserve. La réserve des Bauges, elle est là. Sachant que la réserve, il y a un accord de survol, il y a une autorisation de survol à certains endroits pour permettre la pratique du parapente en échange de la confiance de non-survol absolu de d'autres zones. Mais le choix, c'était pas de mettre toute la réserve parce que sinon vous ne voyez plus rien. Voilà. Si là, c'est le PNR des Bauges qui gère ces données-là. Donc la réserve, elle fait tout ça, on la voit sur la carte, mais ils ne voulaient pas tout afficher parce que ça permettait pas de bien visualiser la zone en dessous. Donc ça, c'est leur choix. Voilà. Faut être quand même conscient quand même que quand on vole, que les conditions sont bonnes, on va passer là-dedans, mais on n'est pas au ras du sol, on est en mer. Oui, je sais bien. Donc on n'est pas à faire coucou à tous les nids qui sont à hauteur. Alors complètement. Alors du coup, c'est pas du tout. Je veux dire, les chantiers qui vont être exceptionnels, on va passer là-dedans, en fait, on est au-dessus, sinon on ne s'en pas. Mais c'est bien pour ça qu'on vous donne l'info en disant si jamais vous pouvez éviter cette zone-là, c'est bien. Mais c'est pas, je suis pas en train de vous dire arrêtez de faire du parapente, vraiment pas. Et c'est très bien, si vous pouvez passer au-dessus, c'est l'idéal, vraiment. Mais des fois, c'est bien de le savoir parce que donc ça c'est les scintillaires et là c'est la zone où il y a le circuit. Et là, l'idée c'est juste en passant comme ça, en traversant, en allant entre ce pilier là et ce pilier là, en restant au-dessus, et ben là il y a 250 mètres. Donc là, vous ne le dérangez pas.
Mais c'est juste des fois donner l'info. Et dire bah, de ne pas aller, si c'est pas ça vole mal, au lieu de faire son plouf en allant chercher un peu comme ça, là, faire un tour comme ça, bah, peut-être juste le faire comme ça. Ça peut être aussi juste un peu adapté à la marche, à la pratique. Voilà. Donc c'est essayer de donner l'info. Ouais, mais là, enfin, là, donc là, il y a déjà, j'ai pas été d'un côté, de l'autre côté. Là c'est le circaète et ça c'est le faucon pèlerin. Ouais. Donc celui-là, vous imaginez bien que je dis à personne d'arrêter. Même celui-là, il est habitué. Passez pas le temps. Il nous fait un clin d'œil à chaque fois. Oui, oui. Alors après, ouais, lui, on le voit assez souvent hein, quand on est à Saint-Hilaire, et puis les parapentistes le croisent assez régulièrement. Mais lui, objectivement, on ne peut pas demander à ce que les gens passent pas de temps. Ah oui, c'est l'autoroute. Voilà. Mais aussi, on transmet l'information, parce que pour moi, ça fait partie aussi de la culture de la pratique et de la culture de la montagne. Donc c'est intéressant de le savoir. Mais Donc, il y a des faucons, il y en a pas que là. Il y en a au Saint-Hénard après un peu, ouais. Il y a 2 coupes, ouais. Juste, j'enchaîne rapidement parce qu'il est déjà 22h, enfin 21h, pardon. Là, en cliquant sur la zone, vous pouvez télécharger le fichier KML. À terme, il y aura le fichier OpenAir. Et ça, c'est les fichiers KML qui sont dans l'outil, donc avec la notion d'altitude. Donc c'est pas une sphère exacte parce que c'est pas géré par le format, mais vous avez un cylindre du coup. Et sachant que pour ça, en fait, ça c'est le haut de la bulle de quiétude. Et en fait, c'est pas vraiment plat, c'est plutôt rond. Il faut le visualiser plutôt rond. Donc en fait, cette histoire, c'est peut-être pas de ce site de reproduction, c'est de pas trop descendre dans la falaise. Et si on reste à la limite de crête, juste la limite de crête, et ben on sait qu'on dérange moins à cet endroit-là. Et puis éventuellement, si c'est possible, de ne pas enrouler dans un thermique à cet endroit-là. Tout dépend après de l'aérologie, mais voilà les zones. Alors je sais que c'est pas la plateforme qui est la plus utilisée pour le parapente, mais elles sont aussi sur Camp2Camp. Donc ça c'est un extrait de Camp2Camp. Vous avez une alerte comme ça dans le topo qui vous dit attention une zone sensible, et puis en cliquant sur la carte, pareil, vous avez les mêmes infos que vous pouvez voir. Donc c'est le cas pour d'autres pratiques que le parapente. Hein. Je sais que Camp2Camp c'est pas forcément le mieux, mais si vous faites du ski de rando, de l'escalade ou autre, vous pouvez voir les infos là-dessus. Voilà, ça c'est juste pour vous montrer autre chose. Ça c'est la Suisse. C'est réglementaire tout ce qui est en rouge. C'est une approche germanique de la protection de la nature. Pour vous dire que c'est différent. Et c'est aussi pour essayer de relativiser sur nous ce qu'on propose sur du volontariat, de respecter ces zones, c'est qu'il y a d'autres endroits où ils ont fait d'autres choix. Voilà. Et c'est pas forcément pareil en fonction des cultures. Voilà. C'est des zones interdites de vol chez eux? Alors c'est pas que du vol, mais parce que des fois ça va être du ski, de l'escalade ou autre. Tout ce qui est rouge, c'est ce qui a un lien avec une interdiction d'une pratique sportive. Donc c'est pas forcément du vol. En cliquant dessus, on a l'info aussi, mais je ne suis pas allé cliquer sur toutes les zones. Et du coup, ça c'est l'outil BiodiveSport qui est aussi repris en Suisse, donc c'est la même logique. Et donc l'outil, la base de données, c'est une API qui est utilisable de manière complètement libre. Vous pouvez utiliser sur un système d'information géographique. Et le widget, vous pouvez aussi intégrer un code iframe sur le site internet du club, par exemple, si ça vous intéresse, pour que les gens qui vont sur le site du club puissent consulter les zones sensibles dans les coins où vous allez voler. Donc ça, c'est des données qui sont mises à dispo gratuitement, sans aucune restriction, sans convention ou autre, pour vous. Voilà. On pourra passer aux questions ensuite. Juste pour vous faire un peu de pub, on fait une journée rapace et vol libre le 28 et 29 mars à Lens-en-Vercors, pour celles et ceux que ça intéresse. On a toujours besoin de biplaceurs, mais les pilotes solos sont bienvenus aussi. L'idée, c'est de faire voler un parapentiste avec un naturaliste, et on a une radio, et puis on se dit, voilà, il y a ça comme espèce, et puis de donner un peu des trucs sur la reconnaissance, et puis ça permet aussi aux naturalistes de mieux comprendre la pratique du parapente. On avait, nous, des bénévoles qui étaient très énervés contre les parapentistes, puis au bout d'un moment, ils ont compris qu'on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait quand on était en parapente, et qu'on était quand même soumis aux aléas de l'aérologie. Et du coup, c'est pas parce que les parapentistes étaient mauvais qu'ils passaient des fois à proximité des sites de reproduction. Donc voilà, c'est des échanges qui sont assez importants, et puis encore une fois, d'en cultiver le lien qu'on peut avoir, et c'est assez intéressant. Je vous ai mis aussi des contacts de personnes un peu ressources. Donc dans les Bauges, dans la Chartreuse, pour le Rhône, il y a Patrice qui est là, si je te dénonce, qui est à la LPO aussi, qui est directeur à la LPO Rhône. Donc si vous avez envie de faire des choses sur votre territoire, vous pouvez voir directement avec lui. Ça peut être aussi l'occasion de faire un peu les démarches qu'on a pu faire en Chartreuse, dans les Bauges ou autres, peut-être à côté de chez vous.
Puis vous pouvez me contacter moi aussi si vous avez des questions, on va dire alpines, de manière générale sur ces interactions-là. Voilà. L'idée, c'est de se laisser, on va dire, un quart d'heure pour, parce que j'ai un peu mangé le temps de présentation, mais pour avoir quelques échanges, un peu si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas comprises. Non, c'est bon. Vous avez tous envie de boire une bière? Ouais. Oui. Du coup, je vais d'abord avoir les deux sons de cloche différents. C'est que souvent les parapentistes nous disent qu'ils voient les oiseaux enrouler les thermiques avec eux et qu'ils ont l'impression qu'ils sont là plus pour jouer, vraiment sur un côté un peu ludique. Après, une réponse de naturaliste, c'est que c'est pas du tout dans le comportement des oiseaux de jouer. Vraiment, c'est pas quelque chose qui est scientifiquement vraiment justifié. Moi, je pense que en dehors des périodes de reproduction, loin des sites de nidification, c'est possible qu'il y ait de la curiosité et des vautours en plein milieu de la plaine, assez haut dans le ciel, qui viennent tourner avec un parapente, soit parce que, comme vous pouvez suivre les rapaces, eux, ils ont vu le parapente rouler un thermique et ils sont venus, ils ont suivi le parapente aussi, c'est un autre volant. Je pense que dans certaines conditions, il peut y avoir des interactions qui sont neutres, enfin, pas forcément positives, mais assez neutres, où il y a plus vraiment du partage du ciel avec les oiseaux. Mais ça, c'est un avis très perso, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a des indicatifs pour les différents oiseaux? Parce qu'on voit plutôt jusqu'à une certaine altitude et au-dessus, ou alors ça va dépendre un peu de leur comportement et de leur régime alimentaire. Les vautours peuvent voler très haut, parce qu'ils ont besoin de faire beaucoup de distance. Le faucon pèlerin n'a pas besoin de faire beaucoup de distance, donc il ne va jamais être très haut. L'aigle royal, ça peut être un peu entre les deux, donc ça dépend un peu de leur comportement, en fait. Les vautours qui sont des grands voiliers, qui font vraiment des grandes distances, des fois, ils sont dans des thermiques super hauts, et puis comme ça, ils peuvent balayer une surface importante, et comme ils ont une vue assez acérée, ils peuvent quand même repérer des fois des charrues. Donc ça va dépendre un peu de l'espèce. Et on vient d'un point de départ du coup Alors, ça dépend de la période. Dire que si c'est en période de reproduction, ils ont plutôt tendance à revenir à leur point de départ. Des fois, ils peuvent se retrouver bloqués parce qu'ils sont allés un peu trop loin, et puis l'aérologie a changé. Et puis les vautours sont super lourds, ils volent pas du tout en battu, enfin très très mal. Et du coup, des fois, ils se retrouvent bloqués, puis ils dorment une journée à un endroit, puis ils repartent après. Voilà. Ouais. Si on voit un mouvement et qu'on voit la sécurité qu'est-ce qu'on bouge? Tout dépend de la période et de l'endroit où vous êtes. Si c'est un thermique qui est juste à proximité de la falaise en pleine période de reproduction, potentiellement, il est là pour voir qui vous êtes. Donc, il peut y avoir un dérangement. Après, s'il est en train d'enrouler avec vous, il n'est normalement pas dans un moment d'agressivité. Ah. Tout dépend de la période et de la distance que vous avez par rapport à une... Voilà, si il n'y a pas du tout de falaise, que vous êtes assez haut dans le ciel, ou il n'y a pas de forêt en dessous, vous avez repéré c'est un vautour fauve, par exemple, il n'y a que de la forêt, vous savez qu'il ne peut pas nicher là, et bien là, vous pouvez aller dans le thermique avec lui, il n'y a pas de souci. C'est pour ça aussi que j'essayais un peu de parler de ces histoires de sites de reproduction et de période, c'est que c'est quelque chose qui est important que vous sachiez pour pouvoir mieux évaluer ça, quoi. Ouais. Enfin, moi, mon impression, quand on enroule les thermiques et les carapaces, c'est quand même eux qui mènent la danse. Parce que, Ils vont plus vite. Nous, Ouais. ils changent la combinaison des ailes, donc des fois plus vite que nous. Et quand il a envie de se marrer en pente, Ouais. moi, je veux dire, on a 30-40 km/h. Et franchement, enfin, moi, j'ai déjà enroulé des thermiques et des carapaces. On s'observait l'un l'autre, Ouais. on était en opposition, il n'y avait pas de problème, c'était un joli moment d'osmose. Par contre, dès qu'on sent qu'on le rattrape un peu ou que voilà, lui, il arrive à clairement, je trouve qu'il mène la danse. Et nous, on veut juste être content d'avoir partagé un moment, mais c'est vrai que peut-être qu'on les dérange, du coup, c'est peut-être pour ça qu'ils partent aussi. Mais j'ai l'impression que voilà, ils sont quand même dans leur univers et dans leur élément, et nous, on est un peu. J'ai l'impression qu'ils ont un peu des gueules. Non, mais tout dépend aussi de l'espèce. Si vous êtes sur un vautour, le vautour, son site d'identification, il peut être presque à plusieurs centaines de kilomètres. Lui, il peut être juste en crosse.
pour aller chercher à manger. Et puis il va être dans la même thermique que vous parce qu'il a envie de reprendre une pompe sur un massif. Et alors là, vous aurez zéro dérangement sur lui parce que lui, il est juste en train de se déplacer. Donc effectivement, il va enrouler, il va aller jusqu'en haut. Et puis le moment où il a envie de changer de thermique, il va partir. Donc en fait, c'est pas à chaque fois qu'on croise un rapace, on a un impact. C'est pas du tout ça. Voilà. C'est aussi pour ça qu'on essaie de communiquer sur ces zones en disant dans cette zone-là, si vous croisez tel rapace, dans une zone à faucon pèlerin, potentiellement là ça doit vous faire une alerte. Si vous êtes dans un endroit où on vous dit qu'il y a du faucon pèlerin, vous croisez un vautour, le vautour, vous pouvez le suivre si vous voulez. Voilà. Ouais, c'est plus les zones de nidification qu'il faut vraiment. C'est ça, ouais. Et sachant qu'on essaie toujours de faire au minimum pour que ce soit respecté en fait. Faut pas que. Voilà, acceptable. Sur les cartes, là, chaque zone identifiée, c'est pas trop. C'est un seul coup que Oui, alors sur les zones du Vercors, vous avez des grandes zones, notamment d'Aigle Royaux. Tout simplement parce qu'on est sur du. Je peux aussi vous montrer. Alors, vous avez les grandes zones, pour ceux qui ont la carte, là, vous avez une grande zone marron. Ça, c'est un couple qui a plus de 10 aires d'Aigle Royaux, et comme on est sur quelque chose de figé, et on a mis tout le linéaire de falaise qui est concerné par les aires de l'aigle. Parce qu'en fait, on aurait pu vous mettre un point à l'année où on a fait la carte, mais c'est des zones d'alerte, donc c'est pas des zones forcément à éviter. C'est-à-dire, dans cette zone-là, si vous croisez un aigle en période, vous savez que potentiellement, il peut y avoir du dérangement. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des fois, il y a des grosses zones. Et vous avez à Archiane, là, vous avez une énorme colonie de vautours. La zone orange, alors il y a un petit reflet, là. C'est le cirque d'Archiane, dans la Drôme, où il y a une grosse colonie de vautours. Voilà. C'est pour ça qu'il y a une grosse patate ici, donc ils sont assez étendus dans la falaise. Alors, je pense pas, je sais pas. Pour l'instant, j'ai aucun chiffre, mais j'ai pas en tout cas, les retours que j'ai pas l'impression. En tout cas, ça a l'air d'être beaucoup moins le cas qu'avec des lignes électriques ou autres. Les lignes haute tension, c'est vraiment très destructeur au niveau des. Vous parlez des gypaètes, là, dans le Vercors. Et on parlait d'Archiane. L'an dernier, ils ont relâché 2 jeunes gypaètes. Ça coûte beaucoup de sous d'élever des gypaètes. Ils les ont lâchés. 2 mois après, ils s'étaient tapés les lignes à haute tension d'Archiane et ils étaient morts. C'est quoi, c'est leurs ailes qui touchent de face Ouais, c'est quand il y a contact entre 2 trucs. Ouais. Et du coup, il y a des dispositifs qu'on essaie de mettre en place sur les lignes pour éviter ça. Des trucs de visualisation. Voilà. Mais c'est compliqué à équiper. Il y a des dispositifs avec le soleil qui perdent de leur couleur aussi. Donc, c'est pas toujours une bonne solution technique pour ça. Et c'est prêt parce que c'est dans les cages, les lignes, ou même par. Non, des fois, ils les voient pas. Hein. Ouais. Pour l'instant, il n'y en a pas dans le De gypaètes, non. Non. Il y a un couple de gypaètes à Misoin, là, vers les deux Alpes. Je sais pas si vous voyez. Et après, il y en a plutôt Bargy, Arabie. Voilà. Ouais, je me dis, il va y en avoir un. Je connais pas exactement tous les sites, mais. C'est bon pour vous? Merci.